Bonsoir à toutes et à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, hein. Soyez les bienvenus sur Twitch, sur Next Gen Auto. On est là pour Grand Prix, et donc vous vous en doutez un petit peu, bien sûr. L'émission peut durer entre 1h30 et 4h12 à peu près, parce qu'il y en a eu des choses qui se sont passées lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite, la 21e des 22 manches de ce championnat du monde de Formule 1, complètement fou, et c'est pas fini, hein, puisqu'on va évidemment se retrouver à Abu Dhabi dimanche. On vous parlera bien évidemment du coup de tout ce qui s'est passé dans ce Grand Prix d'Arabie Saoudite. Excusez-nous d'avance si on oublie 2-3 trucs, parce qu'il y en a eu des choses quand même, donc c'est pas facile de tout retenir. On parlera de la victoire de Lewis Hamilton, bien sûr, et de cette bataille avec Max Verstappen qui était magnifique au début. Puis ça a mal tourné, on va dire ça comme ça. On parlera de la FIA, bien évidemment, hein. Vous savez qu'on adore Michael Masi ici, donc on en parlera un petit peu. Est-ce que la FIA n'aurait pas un petit peu perdu le contrôle alors qu'on arrive pour une dernière course décisive? Ce serait bien qu'elle le retrouve. Et puis on parlera bien évidemment du Grand Prix d'Abu Dhabi, la dernière manche du championnat du monde de Formule 1. Ils arrivent, les deux prétendants au titre, avec 369 points et demi chacun. Donc là, quand même, c'est quasiment du jamais vu. Je crois que c'était Formule Black qui avait mis sur Twitter que c'était en 74, la dernière fois que c'était arrivé, que deux pilotes arrivaient comme ça à égalité de points en championnat. Donc bon, ça fait un bail très clairement et on a hâte de voir ce que ça va donner quand même. À mes côtés, vous voyez que là, on a pris toute l'équipe. Là, c'est-à-dire qu'on a fait venir tout Next Gen. C'est formidable. On a Manu, comment ça va? Bah écoute, ça va, salut à toi et salut à tous. Ça a été effectivement un long dimanche, ça a été un dimanche compliqué, mais voilà, il y a beaucoup à dire. Et puis, comme on le voulait ces dernières semaines, la F1 réserve le verdict final pour Abu Dhabi. Donc, on a quand même le plaisir d'avoir les deux titres qui se disputent le dimanche prochain. C'est la première fois depuis 2008. Donc, ne boudons pas notre plaisir. Ouais, ça fait un bail, hein, effectivement. On a Franck aussi qui est parmi nous. Franck, qu'est-ce qui était le plus long? C'est pas Francorchamps ou Jeddah? Nerveusement, je dirais Jeddah quand même. C'est assez Ça va bien? intense en un peu plus de 2 heures, mais sinon ça va très bien. Hâte de débriefer ce Grand Prix avec vous. Il y a beaucoup de choses à dire. Oh oui, il y en a des choses très clairement et on a bien hâte de vous dire tout cela. Et puis vous les voyez en dessous, ils sont là. Bon, écoutez, on essaie de faire rentrer tout le monde. Il y a Paul qui est avec nous, comment vas-tu? Salut Michael, salut à tous. Bah, ça va très très bien. Comme Franck, d'en discuter avec vous de cette course qui a été plus une course finalement. Beaucoup de choses se sont passées qu'on craignait et le pire est peut-être encore à venir. Voilà pour teaser la suite. Mais ça va très très bien. Ça va très très bien. L'émission très, très optimiste, tu sais. Et dites-vous que ça va être pire quand ils vont s'accrocher. C'est vraiment un petit peu ce qu'on dit. Et puis Alexandre qui est avec nous. Comment vas-tu, Alex? Salut, ça va. Ben voilà, on se croirait à Jeddah ici parce qu'on a peu de zones de dégagement dans cette fenêtre, mais on manœuvre bien et on espère que ça se passera mieux avec Paul que entre Lewis et Max dimanche dernier. Et normalement, là, on peut déjà voir évidemment sur le chat. J'espère que vous allez être là et que vous allez être véritablement toxique comme un bon chat Twitch en disant que c'est un scandale. Regardez, on voit Hamilton sur la photo, mais Max Verstappen est coupé. Ça y est, la rédaction de Next Gen Auto a pris parti. Voilà, on y est. Écoutez, nous sommes tout à fait neutres et on a hâte de voir comment ça va se terminer cette affaire. On va débuter en parlant d'abord de ce qui s'est passé. Eh bien, c'était dimanche, mais ça a l'air d'être il y a déjà tellement longtemps, vu tout ce qu'il s'est produit dans ce Grand Prix d'Arabie Saoudite. Donc on y est, le premier Grand Prix d'Arabie Saoudite a eu lieu. Je pense qu'on va être d'accord pour dire déjà que tout le monde ressort en un morceau, c'est déjà une bonne chose. On a une pensée pour Enzo Fittipaldi qui s'est blessé au niveau du talon. Dans le départ de et à la cheville au départ de la dernière course en F2, mais sinon bon, tout le monde ressort déjà de là en un morceau. Je pense qu'on est rassuré là-dessus. Pourtant ça a tapé comme il faut, mais heureusement pas de gravissime incident, mais tout de même on ressort de là, Manu, avec un goût en bouche qui est pas forcément très agréable parce que ils s'en sont donné à cœur joie Verstappen et Hamilton ce week-end. Ouais, ça a été très compliqué en tête. Alors, c'est vrai que déjà, comme tu dis, le circuit nous a épargné une catastrophe ou un gros problème, donc c'est déjà bien. Il y a quand même eu quelques incidents un peu chauds, notamment Alonso qui a fait un tête-à-queue avec quasiment un retour en piste en travers. Il y a Perez qui s'est retrouvé en travers du peloton. Mazepin qui a quand même tapé très fort sur Russell. Donc il y a eu quand même quelques alertes qui montrent que Jeddah doit trouver quelque chose. Les pilotes s'en sont beaucoup plaints depuis dimanche d'ailleurs. On l'a vu, on a déjà publié un article dessus. Il y en a d'autres qui arrivent parce que vraiment il y a beaucoup de déclarations à ce sujet. Donc on voit que les pilotes ne sont pas sereins d'aller à Jeddah et c'est quand même le baromètre principal qui devrait montrer à la FIA que non, si les pilotes disent c'est trop dangereux, ça veut dire que le circuit est trop dangereux, c'est eux qui sont dans la voiture. Mais c'est vrai que le danger n'a pas empêché des actions un peu chaudes de la part de certains et effectivement ça a été absolument la foire en tête entre
entre Hamilton et Verstappen. Bon, après, encore une fois, on va sûrement dire que je suis biaisé, mais Verstappen a été vraiment, vraiment au bout de la limite à plusieurs reprises. Donc, c'est quand même problématique parce qu'on joue un titre et que lui, en fait, joue le tout pour le tout. Il sait que c'est Hamilton qui peut tout perdre. Il sait que lui, au pire des cas, s'il y a un accrochage, il est gagnant. Donc, forcément, il joue en tout cas pour rester devant et pour au pire l'accrochage. Donc, c'est un chantage à l'accrochage en quelque sorte, ce qui n'est pas beau. Et malheureusement, beaucoup de gens essaient de le nier, mais c'est quand même le cas. C'est ce que fait Verstappen depuis quelques courses. Donc, c'est un peu dommage. Mais voilà, et puis surtout, il va falloir que la FIA reprenne le contrôle. Alors après, on détaillera sûrement un peu plus les incidents qu'il y a eu entre les deux, mais il faudra aussi que la FIA reprenne vraiment le contrôle et en tout cas soit très ferme avec eux au briefing des pilotes ce week-end, parce que sinon, clairement, ça va être n'importe quoi dimanche, et il ne faudra pas hésiter à menacer les pilotes de disqualification du championnat, ou en tout cas de perte du championnat si jamais il y a une action qui va trop loin, comme on a pu voir par le passé, notamment avec Schumacher à Jerez en 97. C'est ça que je trouve dommage. Il y a eu RS 97, donc maintenant on s'y attend. Je trouve qu'il n'y a pas ce côté inattendu qu'il y avait à cette époque-là. C'est sûr que c'était surprenant. Heureusement. Oui. Heureusement qu'il y a eu RS 97, parce que là, du coup, ça laisse comme une chape de plomb sur la tête des deux. Alors, je suis aussi très clair. Je suis en général pas partisan de l'un ou de l'autre. Je reste neutre. Je suis toujours, moi, pour que 50-50 entre Hamilton et Verstappen pour le championnat. Par contre, il faut vraiment que cette finale se déroule correctement à Abu Dhabi, parce que, comme dit Manu, Verstappen, il a été encore une fois au-delà de la limite, mais plus qu'au-delà et plusieurs fois. Donc, il y a effectivement ce problème-là qu'il est en tête du championnat, donc il peut risquer plus de choses. Et si tout le monde se réjouit de les voir à égalité pour la dernière course, moi, j'aurais préféré que Hamilton ait un point d'avance. Ne serait-ce que qu'en cas de mauvaise manœuvre de Max, ça vient vraiment de Max, ça vient pas de Lewis, que s'il y a une mauvaise manœuvre et un double accrochage, et Hamilton soit titré. Là voilà, je suis assez direct là sur ces propos-là. Je trouve que sur cette dernière course, Max ne s'est pas bien comporté. Je rebondis sur les propos de Christian Horner aujourd'hui, qui a dit qu'il avait piloté de manière exceptionnelle cette année. Je suis tout à fait d'accord avec ça, il a été exceptionnel. Il a sorti des tours de folie, il a certainement compensé quelques défauts de sa voiture. Mais bien comporté, ça, non, je ne suis pas d'accord. Il y a beaucoup d'actions où il est quand même en pause. Il prend beaucoup de risques, trop de risques. La seule action où il a pris des risques, où ça s'est très bien passé, c'est au dernier départ, avant que la course puisse vraiment se lancer. C'est quand il réussit à prendre Hamilton et Ocon, et voilà, il arrive à passer sans forcer, sans prendre le dehors de la piste. C'est la seule action du Grand Prix un peu chaude où il s'est bien comporté. Sinon, tout le reste, ça a chaque fois été joue avec les dégagements. Donc voilà, ça c'est plus possible. Donc j'espère effectivement que la FIA mettra de l'ordre avant le briefing des pilotes à Abu Dhabi en disant que voilà, si il y a une mauvaise action, c'est RS 97 qui ressort et c'est la personne qui est disqualifiée. Puisque les commissaires ont confirmé qu'ils ne pouvaient pas enlever de points. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est enlever 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes. Et ça, entre deux pilotes qui vont abandonner, ça servira strictement à rien. Le résultat du Grand Prix ne changera pas. Donc voilà, j'espère qu'on n'ira pas jusqu'à la cour d'appel de la FIA pour ça. Alors, il y a un Harry Cross qui nous demande, blague à part, imaginons que les deux se tapent dessus. Ce qui est pas. Voilà, est-ce qu'il est possible que la FIA disqualifie les deux? Bottas champion du monde. Bottas champion du monde. Imaginez les scènes de joie, les scènes de liesse ici même, alors que ça fait un an qu'on dit que Bottas est d'une part, il va amener le numéro 1 chez Alfa Romeo, on est vous compte. Non, je pense qu'ils disqualifieront jamais les deux parce qu'il y a toujours un fautif. Sauf si les deux viennent se percuter volontairement et se tournent dessus au départ, mais paraît peu probable quand même. Je vois pas Hamilton faire ça en tout cas. Ce serait pas lui il cédera pas à la provocation. Mais effectivement, après il y a des codes, le code sportif international qui a un article qui est très clair, où il ne faut pas nuire à l'image du championnat. Et avec cet article-là, vous pouvez tout faire. Parce que ça passe directement dans le tribunal d'appel de la FIA, et vous pouvez disqualifier quelqu'un pour le championnat juste pour ce genre de choses. Ouais, mais alors Franck, l'article, il ne faut pas nuire à l'image de la F1. Mais on pourrait amener le débat dans l'autre sens en disant que même si on a vu le pire de la F1 en Arabie Saoudite, c'est peut-être le Grand Prix qui a été le plus suivi, le plus commenté, le plus... Ah oui, non, pour l'image maintenant. Côté FIA, c'est pas bon, mais côté Liberty Media, c'est une somme de 50 millions qui est virée sur le compte en banque de Verstappen, il n'y a pas de problème là-dessus. Il faut lui demander. Ça dépend de quel camp se place. Il y a Rosberg qui va arriver sur la grille qui va faire « Percute-le !» Ça va être cool. Alors, il faut qu'on trouve, je sais pas comment ça peut se passer, j'espère qu'à Abu Dhabi, c'est pas vraiment ce que je souhaite, mais
presque qu'il y ait une domination de l'une ou l'autre équipe et que ça se déroule sur une course et on voit il n'y a pas du tout de réclamation possible sur quoi que ce soit. Maintenant, si les deux se retrouvent en tête, voilà, que ce soit propre, quoi. C'est vraiment tout ce que tout le monde peut souhaiter. Et vu que Max, ça y est, je crois qu'il a commencé un peu à se faire taper sur le doigt quand même par la FIA, il faut quand même le dire. Il prend quand même 5 secondes en course, plus 10 secondes, plus c'est obligé de reprendre sa position. On ne peut pas dire que la FIA a été cette fois-ci assez cool envers lui. Donc je pense que pour lui, il a dû le prendre comme un avertissement sérieux avant la finale. Je l'espère en tout cas. Espérons-le, effectivement. Paul, Alexandre, est-ce que l'un de vous deux a un avis peut-être plus mesuré sur Max Verstappen, lui accorde peut-être le bénéfice du doute, quelque chose? Si je me permets de commencer, Alex, je lui donne pas le bénéfice du doute. Là où je lui trouve un fait aggravant, c'est son entourage, en fait. C'est qu'on a l'impression que c'est contre vents et marées, que chez Red Bull, on va le soutenir, que ce soit Christian Horner, que ce soit Helmut Marko. Quoi que Max fasse, de toute façon, il sera dans les médias appuyé. Mais en fait, j'en suis persuadé qu'en interne, c'est la même chose. On pourrait se dire peut-être qu'en interne, Horner, Marko sont plus mesurés. Mais j'en ai même pas l'impression parce que je vois pas pourquoi il dirait quelque chose de complètement différent dans les médias. S'ils disaient pas la même chose à Max, je pense qu'ils sont convaincus à chaque fois que Max est dans son droit. Et du coup, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais vraiment personne dans son entourage proche pour lui dire « Max, là, tu es peut-être allé trop loin ». On a l'impression que tout est justifiable, que tout est défendu à chaque fois. Et c'est vraiment problématique, en fait. C'est-à-dire que personne ne lui indiquera la limite. Et sans vouloir dramatiser la situation, ça reste du sport. Mais malgré tout, ce qui m'inquiète chez Verstappen, c'est que ça fait quand même 7 ans qu'il est là. Le changement, il serait déjà venu. On oublie que ça fait 7 ans qu'il est là. C'est pas un pilote qu'on peut juger par son âge, avec le nombre de grands prix qu'il a. Et le fait que son pilotage soit pratiquement le même depuis ses débuts, c'est-à-dire que là, on a eu un condensé. Ce week-end, c'était tout ce qu'il ne fallait pas faire en défense. On l'a eu. Je pense qu'il aurait déjà changé, malheureusement, si ça avait été le cas. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'il va être en Formule 1 encore un petit moment. On lui souhaite, en tout cas, de se battre pour d'autres titres dans le futur. J'espère qu'il ne fera pas toute une carrière où à chaque fois qu'il jouera un titre, il sera à chaque fois à la limite ou au-delà, parce que là, il les a franchis à plusieurs reprises. Et voilà, j'espère qu'un jour, il aura quelqu'un dans son entourage, ce ne sera peut-être pas chez Red Bull, qui lui dira « Max, là, ça suffit ». Et quelqu'un qui lui dise « Gagner, c'est bien, gagner avec la manière ou perdre avec la manière, c'est aussi des fois ce dont on se rappelle ». Donc, je lui souhaite de se remettre en question, je lui souhaite d'avoir une dernière course propre, parce que comme tu l'as dit, Franck, c'est tout ce qu'on souhaite. Mais j'y crois pas, je vais être honnête, j'y crois pas. Je crois que encore une fois, ça se passe en quelques dixièmes de seconde à chaque fois. Mais je crois que s'il est dans une situation où c'est favorable pour lui éventuellement d'avoir les deux voitures dehors, malheureusement, je crois qu'il choisira l'option de facilité, un peu ce qu'il a fait ce week-end en fait. Alexandre, ton avis là-dessus, sur son week-end saoudien? Même deux remarques là-dessus, c'est que, notamment sur le couple Horner-Verstappen, c'est vrai qu'il est dans un environnement où on l'encourage à aller encore plus loin. On attendrait d'un directeur d'équipe qu'il éteigne le feu Verstappen avant toute manœuvre litigieuse, et au lieu de faire ça, Horner balance de l'essence sur le feu, enfin de préférence de l'essence Aramco sur le feu. La deuxième remarque, c'est que je suis d'accord, on est tous d'accord pour dire qu'on espère que le titre va bien se finir, que ce ne sera pas tronqué. Mais d'une certaine manière aussi, les fins en queue de poisson font aussi partie de la dramaturgie et de l'histoire de la F1. On pense bien sûr à 97, évidemment, on pense aussi à Prost Senna par 2 fois. Donc, ce ne serait pas tout gâché finalement que d'avoir cette fin, ça ferait partie aussi de l'histoire de la Formule 1, ça s'inscrirait dans une forme de logique à la fois de l'histoire de la Formule 1 et à la fois de cette saison. On serait presque surpris maintenant de ne pas avoir d'accrochage, tellement on en a eu cette année. Des Bahreïn, c'était chaud, Imola, etc. C'était tout le temps la même chose. Alors, effectivement, pourquoi ça s'arrêterait? On retient les très beaux fins de Grand Prix, les très beaux derniers Grands Prix où le titre se joue, c'est soit des Grands Prix exceptionnels du type Brésil 2012, 2008, où la météo entre en jeu, la dramaturgie entre en jeu, ou bien c'est des accrochages. Mais il n'y a pas vraiment, ou des événements imprévisibles. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a une forme de rationalité aussi à ce que ça se finisse le museau dans le museau de l'autre. Ce serait dommage, mais ce serait aussi logique. C'est vrai que cette saison, je la trouve assez prodigieuse parce que, on rappelle, on a fait 21 Grands Prix. C'est-à-dire qu'on arrive ex aequo après 21 Grands Prix. C'est quand même un truc. Là, pour le coup, c'est du jamais vu, puisque, bon, après 21 Grands Prix, on a eu le cas quelques fois seulement où on a eu 21 courses. Ça n'a jamais fini, évidemment, ex aequo. Mais le truc, c'est que tout se passe, on dirait presque, alors évidemment, je vais faire attention à mes mots parce que sinon, ça va être déformé le matériel, mais ça paraît presque scénarisé, vous voyez.
on arrive, d'une certaine manière, il fallait que ça se termine avec les 2 ex-aequo avant dernière course. Pendant le Grand Prix, je sais pas si c'était pareil vous, mais quand j'ai vu Hamilton revenir sur Verstappen, dans ma tête, j'étais programmé en me disant de toute façon, ils vont se percuter à un moment. À qui la faute commence. Mais tout en fait, plus rien me surprend, et c'est pour ça peut-être qu'on parle beaucoup du contact dans la dernière course, de ce genre de choses, parce qu'on se dit c'est la fin normale en fait d'un championnat pareil. C'est le côté, ils vont... on a presque envie d'écrire déjà le scénario où Verstappen part devant ou Hamilton part devant, l'un des deux, et puis l'autre revient, et à 5 tours de la fin, il s'attaque, il se percute et c'est fini, quoi. On a presque l'impression que ça va être ça. C'est aussi parce qu'il y a eu ça beaucoup de fois dans l'année. En fait, à chaque fois dans l'année, ils ont été obligés de se décaler en stratégie, où il y a eu des différences d'exploitation des pneus qui ont fait que, dans tous les cas, sur la fin de course, il y avait un des 2 pilotes qui était plus rapide, et soit qui revenait sur l'autre puis dépassait, soit qui revenait puis il y avait un accrochage. Donc en fait, c'est un scénario que je dirais est logique, c'est-à-dire même si c'est pas forcément, enfin, à la fois ça fera une belle fin de saison et à la fois c'est ce qui va possiblement nous amener à un accrochage à Abu Dhabi, mais effectivement ce serait juste en fait un énième affrontement dans ce même saison qui serait de la même façon. Après c'est vrai que le fait qu'il soit à égalité, moi je l'ai vu venir aussi de loin, et comme tu dis, les accrochages, on les a vu venir, mais parce qu'encore une fois, on était sur des dynamiques qui étaient connues, c'est-à-dire que la dynamique sur laquelle Hamilton est derrière revient sur Verstappen, puis Verstappen l'empêche de passer. On l'avait vu à Interlagos, ça n'a pas fini en accrochage, parce que heureusement, Hamilton s'est poussé. À Monza, ça avait été la même chose, et en fait, il y a eu comme ça déjà des signes avant-coureurs du fait que maintenant, ça se passera comme ça. Et comme dit Alex, il y a très peu de chances que ça ne se passe pas comme ça à Abu Dhabi s'ils sont tous les deux en lutte pour la tête, donc même pour une autre place d'ailleurs. Là, je suis pas tout à fait d'accord avec toi par contre, parce que sur Abu Dhabi, on a quand même un circuit qui est un peu plus propre dans le genre, voilà, c'est moins dangereux, il n'y a pas de risque de pluie normalement, ou alors imagine il pleut à Abu Dhabi, là je crois qu'on a la saison du siècle, de tous les siècles, même millénaires. Voilà, on a peut-être la chance que la finale se déroule sur un circuit où ça devrait être normalement peut-être un poil plus propre. Alors, sauf malheureusement en termes de dégagement de piste, parce qu'il y en a beaucoup à Abu Dhabi, donc Verstappen il peut aller les repérer dès le jeudi. Mais il y a aussi 2 autres fins en queue de poisson auxquelles on n'a pas pensé. C'est un problème de fiabilité. Ça serait presque plus dommage au niveau dramaturgique qu'un accident. Et puis, c'est aussi le Covid, parce qu'on est en pleine 5e vague. Et imaginons que Verstappen soit testé positif. C'est arrivé à Capito. Alors pourquoi ça n'arriverait pas à notre membre du paddock? Là, ce serait encore plus décevant. Il le ferait courir. Je suis sûr et certain que si Hamilton ou Verstappen était positif au Covid, il les ferait courir, d'une manière ou d'une autre. Non, pour l'image de la femme, ce serait totalement, à mon avis, camouflé, je sais pas s'il pourrait à ce point-là, mais imaginez le scénario, Verstappen forfait à cause du Covid, et Hamilton qui se fait envoyer en toupie dans le premier virage, qui repart et qui va remonter jusqu'à cette 10e place. Albon qui se vengerait d'Hamilton et... Albon qui prend sa place, qui part 8e, parce que il a du mal, il freine pas au premier virage, il emporte Hamilton, merci, au revoir, voilà. Championnat terminé, non, ça peut se terminer de bien des façons, hein, très clairement. Bon, on va essayer quand même de récapituler un petit peu ce qui s'est passé en Arabie Saoudite. Je voulais juste... oui, Manu, vas-y. Ouais, je veux juste rebondir sur le propos Horner-Marco. En fait, il y a un truc qui m'étonne beaucoup chez Red Bull, c'est qu'on a vu ce week-end, notamment quand Verstappen a enchaîné les conneries en piste, on a vu un body language chez Horner qui était nouveau. Moi, je l'ai vu complètement dépité sur le muret des stands, où en fait, on voyait qu'il avait pas la volonté de défendre Verstappen, il avait pas l'air spécialement outré que ça soit fini comme ça. On a vu à la radio que tout de suite, ils ont accepté une sentence pour Verstappen, et je ne comprends pas en fait quelle est la pression qui est mise, alors peut-être par Marco, peut-être par Mateschitz, je ne sais pas, ou si c'est l'influence du clan Verstappen dans l'équipe, mais comment on en arrive à un directeur d'équipe qui a l'air d'accepter que son pilote ait fait n'importe quoi, et en tout cas que la sanction tombe, et puis le lendemain on se retrouve avec à nouveau des plaintes selon lesquelles c'est toujours eux qui sont punis, Verstappen n'avait rien fait de mal et tout ça, et je ne comprends pas, en fait c'est vrai que c'est plutôt pour le truc, mais je ne comprends pas comment c'est cette espèce d'écart chez Horner, pas chez Marco, puisque Marco de toute façon lui est toujours à fond dans la défense de Verstappen quoi qu'il arrive. Ce que j'aime beaucoup... de toute façon... vas-y Franck. Non, parce que Marco en plus il était convaincu que Verstappen n'avait pas du tout break testé Hamilton lors de la course. Il a crié contre vents et marées que non, absolument pas, il n'y a pas eu de freinage. Et aujourd'hui il s'est excusé en disant que les données qu'on m'a données de la part de mes ingénieurs étaient fausses, donc j'ai dit quelque chose de faux, donc je m'en excuse. Voilà. Mais il a juste dit qu'il avait tort, mais il n'a pas du tout critiqué son pilote pour avoir fait ça. Et ça, je trouve ça absolument gravissime. Donc je pense qu'effectivement, Horner, il doit un peu subir peut-être le couple Marco-Mateschitz et faire avec.
Parce qu'effectivement, Marco a sorti 2 fois des conneries incroyables pendant ce week-end. À chaque fois, il a dû se faire reprendre par le porte-parole de Red Bull. Oui, mais c'est positif, parce qu'avant, ça n'arrivait pas. Parce que bon, Oui. Helmut Marko qui sort des conneries, écoutez, ça fait depuis 2005 qu'on le vend en F1, bon voilà, hein, on a l'habitude, c'est pas nouveau. Mais maintenant, Red Bull, a par plusieurs reprises, dit, écoutez, n'écoutez pas cette personne. On a l'impression que c'est l'oncle au mariage, hein, véritablement. Il gueule, hein, il est en train de gueuler, mais t'as des gens qui disent, non, mais mettez-le sur le côté de l'écran, s'il vous plaît. Voilà, le côté de l'image, voilà, c'est très bien. On ne le verra pas. C'est un peu ça maintenant avec Helmut Marko. En même temps, c'est vrai que on a eu le même cas avec Vettel. Avec Sébastien Vettel allait beaucoup moins loin dans les manœuvres, donc c'était voilà, mais il y avait une défense qui était, on sentait quand même que dans l'équipe, il y en a un qui était le bienvenu et pas l'autre. Donc qu'il fasse maintenant la même chose avec Max Verstappen, c'est pas tout à fait surprenant, sauf que là Verstappen, il fait des manœuvres qui sont pas forcément très justifiées selon la FIA. Donc on fait un petit récapitulatif. Premier départ, tout se passe bien, hein, c'était un bon premier départ, on fait des premiers tours, puis Mick Schumacher a la très bonne idée de faire un tête à queue avec son char à voile. Encore une fois, les pilotes As, on les salue parce qu'ils ont quand même fait 10 tours avec leur charrette, c'était pas simple, donc quand même il faut en avoir sur un circuit pareil. Drapeau rouge, on mettra ça dans le chapitre FIA, hein, messieurs, toutes les décisions sur les différentes choses. Arrive du coup le premier restart où je veux bien votre avis, on va commencer donc par étudier ce cas-là, donc Lewis Hamilton qui prend un meilleur départ, qui se retrouve à l'intérieur donc face à Max Verstappen. Verstappen continue, force peut-être par l'extérieur, sort de la piste et reprend la trajectoire en étant en tête alors qu'il a coupé la chicane. Franck, comment tu évalues cette manœuvre qui a été, entre guillemets, pénalisée par la FIA? On mettra ça dans leur papier cadeau tout à l'heure, bien évidemment. Moi j'ai envie de dire qu'on va qualifier ça, c'est du à la Max Verstappen. Je veux dire, bientôt on va inventer un adjectif pour ça, quoi. C'est je profite des dégagements, je sais qu'ils sont là, quoi qu'il arrive, je passe, on voit ce qui se passe après. Je pense que Max est dans un état d'esprit où s'il voit Hamilton devant et qu'il a une possibilité de le passer, que ce soit même légèrement en piste ou pas, il le fait. Après il se dit bon, soit ça passe, soit je me fais pénaliser. J'ai l'impression vraiment qu'il est sur ce mood-là. Et il n'a pas l'air d'en apprendre beaucoup, puisque dans la même course, il fait plusieurs fois la même erreur, donc en passant hors piste. Donc, je sais pas comment ça peut évoluer de ce côté-là. Heureusement, pour le deuxième restart, la FIA le reclasse derrière Hamilton. Bon, après, ça changera pas le troisième restart, mais honnêtement, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Je pense que quand il doit voir Hamilton devant lui, il y a quelque chose de rouge qui clignote et qui se dit faut que je passe. Ça doit se limiter à ça. Hein. Ça doit se limiter à ça. J'avoue que je n'ai pas plus d'analyse à faire que ça, quoi. Je pense que voilà, Hamilton égale je passe. Ouais. Moi, je suis d'accord avec ce côté. En fait, je crois que c'est avec toi, Manu, qu'on en parlait. Il n'accepte pas de se faire dépasser. Alexandre, c'est peut-être ça le truc, c'est qu'à ce moment-là, on a vraiment, moi devant ma télé, j'ai vraiment l'impression qu'il voit Hamilton devant et il est complètement devant, il voit sa roue arrière, hein, et il se dit bah écoute, je vais freiner, enfin voilà, il faut que je me mette devant, c'est un peu ça. Hein. Mais et d'ailleurs, ça pourrait avoir, et je suis tout à fait d'accord, il est tout à fait dans cet état d'esprit, et son obstination, à mon avis, va avoir des conséquences sévères. C'est qu'il il y a Xoen qui demande combien il a perdu de points de distance sur la course. La réponse est 2, mais surtout, il en compte 7. Au bout de 12, on a une course de suspension, et il perdra ses prochains points, 2 points, en septembre 2022 seulement. Et quand on sait qu'on a une saison ultra concentrée avec des courses tout le temps, ou presque, de mars à novembre, ça veut dire qu'il devra être très très propre pendant la première moitié de saison, sinon il va, je sais pas, manquer Monza, manquer Spa, des choses comme ça. C'est une probabilité qui n'est pas à négliger. Et j'ai envie de dire qu'il lui faudrait peut-être ça pour comprendre, comme ça avait été le cas pour Grosjean. À mon avis, ça sera peut-être nuisible pour sa saison 2022, mais peut-être bénéfique pour son comportement. Attends Alex, il a réussi à avoir 7 points depuis Monza en fait quasiment. Il en a eu 3 ce week-end, en fait, puisqu'il en a eu 1 pour les 5 secondes et 2 pour les 10 secondes. Mais il en a 7 en 3 mois, ouais. Et encore, il n'est pas sanctionné à Interlagos, où là, il aurait dû en avoir aussi. Et Hamilton en a 2. Voilà, ce qui est correct. Ça va. Mais 7 points en 3 mois, c'est bon. Le problème, c'est que là, on peut pas en dire grand-chose, parce que soit on va dire
ça prouve des trucs et les gens vont dire, bah, de toute façon, ils sont pour Hamilton. Et puis l'autre truc, c'est de dire, non, mais de toute façon, la FIA est contre Red Bull. Donc, et c'est la preuve, il y met 7 points. Michael, justement, avant de faire ce live, j'ai bien pris soin de regarder un peu tous les commentaires sur le site depuis dimanche soir, voir effectivement aussi comment se comportaient les Pro Max, parce qu'il y a des Pro Max, et ils sont quand même assez peu, même parmi les plus fervents, à le défendre fortement. Il y a même beaucoup de Pro Max qui ont quand même avoué que sur ce coup-là, sur ce Grand Prix-là, il avait quand même dépassé les bornes. Donc c'est aussi un peu dans cet esprit d'esprit-là qu'on aborde, je pense, un peu ce live aussi. C'est que peut faire aussi Max pour revenir un peu plus dans les clous, quoi, et pour que ça devienne acceptable pour tout le monde, quoi. Et je pense que la Formule 1, comme disait Paul, aura tout à y gagner parce qu'on va encore avoir du Max Verstappen pendant au moins 10 ou 15 ans, ça se trouve. Si c'est à chaque fois comme ça, chaque lutte pour le titre, nous, on va nous enterrer tout de suite, hein, parce que on va pas tenir. Hein. Le problème de sa manœuvre du deuxième départ à Jeddah, c'est que c'est un mix de tout ce qu'il a déjà fait, et en fait, il rajoute des éléments encore pires, c'est-à-dire que il rate son départ, ça c'est une chose. Hamilton a une longueur de voiture devant lui, il est vraiment nettement devant lui. Et en fait, comme tu dis, Franck, il y a vraiment un truc qui se déclenche dans sa tête. Il sait qu'il a perdu le virage, comme dirait Rosberg, c'est pas son virage. Et du coup, il décide quand même que c'est son virage. Donc, il freine trop tard. Donc là, c'est la même intention en fait qu'à Interlagos, c'est-à-dire je ne veux pas le laisser passer, je freine trop tard. Ensuite, il y a cette espèce d'intention où une fois qu'il est revenu à la hauteur parce qu'il a freiné trop tard, il se dit maintenant que je suis à la hauteur, c'est mon virage, donc je peux passer. Donc là, c'est ce qu'il a fait à Monza déjà, et c'était pas passé non plus. En fait, il reste à la hauteur. On voit que avant que le virage, avant d'arriver au point de corde, ou en tout cas à hauteur du point de corde, il est déjà en train de corriger la trajectoire parce que la voiture va trop vite et il perd l'arrière. Donc il y a vraiment ce côté vraiment où il est déjà en difficulté, mais il reste à côté d'Hamilton. Et une fois que Hamilton, lui, prend sa trajectoire, puisqu'il pense, en tout cas, il sait être devant, Verstappen a entre guillemets l'excuse pour aller hors piste. Et là, une fois qu'il est hors piste, il ne se contente pas de revenir sur la piste comme on pourrait penser. Vers l'intérieur, justement, le plus près possible des barrières pour être hors trajectoire. Et d'ailleurs, la FIA aurait dû imposer ça sur ce virage-là. Et en fait, du coup, il revient en piste en plein milieu du virage, un peu à la Vettel en 2019 au Canada, ce qui avait été pénalisé, où finalement, il revient en plein milieu de la piste de manière à juste bloquer son adversaire. Et c'est comme ça que justement, Hamilton perd en plus une place face à Ocon. Donc en fait, il n'y a vraiment rien qui va sur cette manœuvre. Et je ne comprends pas que la FIA n'ait pas pensé à ce cas de figure vu la configuration du virage et n'ait pas demandé aux pilotes qui coupaient de passer justement à l'intérieur comme ils font des fois sur d'autres circuits. Parce qu'on voit qu'Hamilton, que ce soit à ce moment-là ou dans l'incident du virage 37 où Verstappen lui refait la même en fait au premier tour, Hamilton à chaque fois reprend la piste le plus tôt possible quand il le peut. Enfin là, en l'occurrence, la première fois, il ne la quitte même pas. Mais la deuxième fois, dès qu'il est mis hors piste par Verstappen, il revient le plus tôt possible. Et Verstappen, non, revient en plus non seulement en pleine trajectoire, mais de manière totalement dangereuse, parce qu'en fait, il revient en parallèle, enfin en perpendiculaire à la piste, ça veut dire à 45 degrés, et sans aucun contrôle sur ce qu'il fait, puisqu'il est en train d'escalader un vibreur. Donc, en gros, c'est aux autres de l'éviter, c'est-à-dire à Hamilton, à Ocon et à ceux derrière de piler. Et en fait, en plus, le ralentissement que ça crée génère aussi un problème derrière avec un peu la confusion qui amène au crash suivant, quoi. Donc, il y a vraiment rien qui va. Et ça aurait dû déjà être sanctionné beaucoup plus lourdement que les 2 places qu'il perd sur la piste. Mais pour défendre Verstappen, il avait raison, effectivement, de dire je comprends pas, j'ai pas été sanctionné à Interlagos pour ça. Oui, il a raison. Donc, il s'est senti tout à fait en droit de répéter. Donc, est-ce que c'est la faute de Verstappen sur ce point-là? Bon, c'est peut-être un peu avancé sur le deuxième sujet, mais il se sentait en droit de le faire. Non, mais c'est pour ça aussi qu'on se questionne sur ont-ils le contrôle, en fait, à la FIA? Parce que c'est ça. Ils ont, d'une certaine manière, créé par leur précédent les situations de dimanche. Où on a, bon, bah voilà. Alors, après, pour nuancer, Verstappen, bon, voilà, il fait ce qu'il fait au deuxième départ. Hamilton n'est pas non plus un enfant de cœur, il va bien à l'extérieur, enfin voilà, il laisse pas non plus la place, mais en même temps... Encore une fois, quand ils abordent le virage, il est vraiment à l'extérieur, et Verstappen lui fait la même au départ suivant en passant à l'intérieur et en prenant la trajectoire élargie, mais en fait, quand le pilote est devant à l'intérieur, il n'a aucune raison de ne pas élargir, ça s'appelle bloquer la trajectoire, et de toute façon, à partir du moment où Verstappen est derrière et qu'il est complètement à l'extérieur, il ne peut pas prendre le deuxième virage plus vite qu'Hamilton, donc je serais tenté de dire, il peut plutôt ralentir et puis essayer de décroiser, mais... il n'y a pas de raison. Quand tu es devant à l'intérieur, tu peux bloquer la deuxième partie de la chicane. Ça se fait très souvent. Malheureusement, c'est un peu plus toléré sur les départs que sur en pleine course. Ça vient aussi de là. C'est vrai, effectivement. Bon, donc après, la course fait encore à peu près 300 mètres, puisque un nouveau drapeau rouge vient interrompre les festivités. 3e départ avec Esteban Ocon en pole position, devant Lewis Hamilton et Max Verstappen. On en parlera tout à l'heure. Et là, Verstappen prend un envol, ma foi, fort correct, et puis vient plonger à l'intérieur, en 3 de front, une manœuvre, alors, maintenant avec le recul, magnifique,
Mais honnêtement, On a eu peur. On a eu peur. Ouais, moi j'ai tapé du poing sur ma table quand je l'ai vu plonger parce que je me suis dit ça y est, les trois ils vont finir sur le carreau, merci, au revoir. Et Hamilton et Ocon se touchent quand même, ce qui est la preuve que c'était chaud et que c'est pas passé. Mais au moins ça prouvait que Verstappen restait combatif. Donc ensuite, eh bien, le Grand Prix suit son cours jusqu'au moment où Lewis Hamilton peut enfin attaquer Max Verstappen au bout de la ligne droite. Et là, nouvelle petite polémique, mon cher Paul. Hamilton part à l'extérieur, donc le dépasse par l'extérieur. Verstappen freine un poil tard, dirons-nous, et arrive complètement en glissade dans le premier virage. Ils sortent de la piste tous les deux. Et Verstappen reste devant, et c'est ce qui a donné sa pénalité. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cet incident et de cette manœuvre en particulier? On essaie de les analyser une par une, hein, c'est pas forcément très simple. Pour le coup, je crois que c'est la manœuvre qui ressemble le plus à celle qu'on a vue à Interlagos, dans la mesure où c'est vraiment un contre un, en bout de longue ligne droite. C'est Interlagos, alors, on va dire en moins pire, dans la mesure où Verstappen était quand même. Il n'avait pas une monoplace de retard sur Hamilton, c'était maximum une demi-monoplace de retard. Il est beaucoup trop optimiste en freinant trop tard à l'intérieur et à aucun moment, évidemment, il a l'intention de laisser de la place à Hamilton. Ça m'a malgré tout, on va dire pour le côté moins négatif, ça m'a moins choqué que Interlagos de ce point de vue-là. Aussi, il faut aussi dire que le freinage est plus fort, ils arrivaient moins vite aussi. Mais l'inévitable, en fait, il n'allait jamais le laisser passer. Donc, contact obligatoire, les deux partent au large. Je ne sais pas si Verstappen aurait coupé le virage si c'était pas touché, mais bon, ça change absolument rien puisque de toute façon, il n'a pas l'emmené trop au large comme ça. C'était écrit. Si je me trompe pas, c'est sur cette même manœuvre qui commence déjà à faire un ou deux zigzags en début de ligne droite en voyant que ça commence à sentir un peu le sapin. Et à partir du moment où Hamilton n'a pas complètement dépassé, c'était sûr que Verstappen allait prendre sa ligne comme si Hamilton n'était pas là. Donc, encore une fois, j'ai envie de dire pas de surprise. C'est pas terminé dans le mur, heureusement. Mais c'est vrai que quand on voit le Verstappen qui commence à partir de travers pendant une demi-seconde, on peut se dire qu'il part dans le mur, quoi. Et par chance, les deux s'en sortent indemnes. Et à ce moment-là, les deux sont monoplace endommagés. On n'est encore pas passé loin d'une catastrophe. Si ça arrive un tout petit peu plus vite que Verstappen il perd la voiture, il peut partir dans le mur et accessoirement emmener Hamilton avec lui. On va pas aller jusqu'à dire que c'est ce qu'aurait voulu Verstappen, mais on est encore dans ce scénario où on peut peut-être se dire, si on est tous les deux dehors, en souhaitant que personne soit blessé bien sûr, mais si on est tous les deux dehors, c'est moi qui suis gagnant dans la situation. Il n'a rien à perdre. On est obligé de se dire que ça lui est passé par la tête parce que là, il a plusieurs secondes pour voir Lewis venir. C'est pas comme si Lewis plonge à la dernière seconde à l'intérieur ou je sais pas, qu'il y a un scénario différent. Non, là, il zigzague dans la ligne droite pour pas que Lewis lui prenne l'aspiration. Donc, il a décidé dès le début de la ligne droite que de toute façon, Lewis ne passerait pas et que si Lewis était à sa hauteur au virage, il prendrait l'intérieur et qu'il le pousserait tout simplement. Faut le dire. Les zigzags, alors maintenant, c'est toléré à peu près. Maintenant, c'est un peu plus quand c'est bien en amont. Depuis que le meilleur pilote du monde a eu l'idée de faire ça en qualif sprint à Silverstone, maintenant c'est légal, visiblement. De toute façon, le circuit zigzag de lui-même. Oui, c'est ça. De toute façon, le circuit, ça me fait que tourner. Donc, qu'est-ce qu'on veut qu'on fasse Je soulignais juste ça. Je ne suis pas choqué par ces zigzags. Et il avait d'ailleurs fait la même chose à Interlagos. Du moment où il est, s'il a suffisamment de voitures d'avance sur Hamilton, c'est-à-dire que tant qu'Hamilton n'est pas dans son aileron, moi, je n'ai pas de souci en soi à ce qu'il l'empêche de prendre son inspiration. Mais je voulais simplement souligner, c'est qu'à partir du moment où il prend une position défensive, il va aller jusqu'au bout dans le virage. Il n'y a aucun moyen qui lui rende la tâche facile. Jamais. Ouais. Et ça, c'est faire mieux. Et on aurait une situation complètement différente si c'est Hamilton qui avait eu 8 points d'avance au championnat à ce stade. Il réagirait pas comme ça, Verstappen. Parce que là, effectivement, ce serait encore pire. Donc, Mais le truc, c'est que... Alors, après, je veux aussi qu'on fasse bien comprendre aux charmantes personnes qui nous écoutent, on n'est pas non plus en train de dire qu'un pilote de course n'a pas le droit de défendre sa position, qu'il doit se laisser battre. Mais il y a une différence entre baisser complètement les armes et baisser pavillon dès qu'une voiture vous approche à moins de 500 mètres et... Valtteri Bottas. Par exemple, lui aussi. Alors tout de suite, ça balance des noms. Encore un super Grand Prix. Mais le futur champion. Ce que fait Max Verstappen, c'est plutôt être dans une situation vraiment perdue, parce que le DRS fait qu'aujourd'hui, les batailles sont malheureusement plus faciles pour la personne derrière. Et quand il est vraiment perdu et vraiment battu, il va quand même essayer de chercher un moyen de retomber. D'ailleurs, comme à Interlagos, il y avait un différentiel pneumatique entre les deux et ça ajoute le côté je suis perdu de Max Verstappen parce qu'il était en médium.
Hamilton en hard et on arrivait vers la fin de la course et les médiums étaient quand même bien plus usés. Et de même qu'Interlagos, Verstappen était dans une position d'autant plus désespérée qu'il y avait encore moins matière à défendre de la même manière qu'il a fait. Ça ne veut pas dire qu'il défend un peu salement seulement en raison de ses pneumatiques, parce que même on l'a vu au départ, ils ont les mêmes pneus et ça n'empêche pas de faire ce genre de manœuvre, mais ça rajoute aussi au côté désespéré. Et puis, bon, rendez-vous compte, il est déjà 21h07 et on n'a pas encore attaqué le nœud du problème, rendez-vous compte, puisque là, voilà, il y a déjà eu quelques petites choses. Et puis, arrive ce moment, cette espèce de moment suspendu comme ça, ce moment assez incroyable. Alors, on dit donc à Max Verstappen qu'il doit laisser passer Lewis Hamilton parce qu'il a coupé la première chicane, en se défendant face au pilote britannique. Il décide donc de le faire. Bon, j'ai l'impression qu'on tape beaucoup sur Max Verstappen. Avant quand même qu'il le fait, bon, c'est de bonne guerre. Il le fait avant le 27e virage de ce circuit de Jeddah pour pouvoir récupérer le DRS dans la ligne droite suivante. Maintenant, derrière lui, il y a Lewis Hamilton qui est pas né de la dernière pluie, donc on a cette scène complètement surréaliste. Tous les deux sont au ralenti dans une ligne droite, enfin, c'est une grande courbe, et où finalement Max Verstappen met un léger coup de frein. Ça a été prouvé par les données, donc par la justification de la FIA. Un léger coup de frein, les deux pilotes se percutent, et là maintenant on est sur du sur du incroyable. Et Toto Wolff en pète son casque. C'est plus qu'un léger coup de frein. Oui, c'est comme s'il était passé de la 8e à la 3e. Donc on est normalement, et c'est ce que dit Kynen dans l'article qu'on va mettre demain, c'est que lorsque vous laissez la place à un pilote, c'est normalement vous vous rangez sur la gauche, vous désaccélérez légèrement et vous laissez la vitesse naturelle faire en sorte que celui qui vous précède passe. C'est pas du tout ce qu'a fait Verstappen, puisqu'on le voit sur les images, il est resté plutôt au centre. Il n'a pas du tout simplement relâché le pied d'accélérateur, il a freiné de manière assez violente. Et donc, il n'était pas dans cette position, il était doublement en tort de le laisser passer stratégiquement. Bon, ça, ok, pourquoi pas, mais surtout, il n'a pas fait de manière sûre, il a fait de manière dangereuse. Donc, c'est vraiment ça que la FIA a sanctionné, avec des preuves qui ne mentent pas, qui s'appellent la télémétrie. C'était implacable pour Verstappen. Il s'en est relativement bien sorti avec 10 secondes, hein, puisque bon, c'était un contexte différent, mais même Vettel à Bakou avait pu prendre beaucoup plus. Donc voilà, tout ça pour dire que dans cette affaire, c'est beaucoup plus que freiner légèrement. C'est, je sais pas, continuer à jouer la politique du pire. C'est d'autant plus surréaliste qu'en fait, au moment où cette action arrive, il faut quand même remettre un petit peu les choses dans le contexte, c'est que Hamilton n'est pas du tout encore au courant que Verstappen va lui laisser sa place. On a prévenu Max de laisser sa position, sauf que le temps que ça soit dit à Max, que la FIA le transmette à Red Bull, Mercedes n'a pas eu le temps de faire la même chose avec Hamilton. Donc Hamilton arrive derrière un Max Verstappen qui ralentit avant la zone de DRS. Alors, il est certainement surpris, il dit pourquoi ? Alors, première réaction, quand normalement un pilote de F1 voit une voiture qui ralentit devant elle, c'est pourquoi ? Je regarde s'il y a un drapeau jaune ou un virtual safety car ou quelque chose, il n'y avait absolument rien. Là où moi, du coup, j'ai pas compris, juste peut-être plus mettre une petite couche sur Lewis Hamilton, c'est pourquoi, s'il n'a pas eu l'info, pourquoi il n'est pas passé ? En gros, il a un souci de boîte de vitesse et son moteur est en train de perdre de la puissance. Pourquoi je ne cherche pas à le passer par là où il y a de la place ? Voilà, ça, là, c'est juste ma dernière interrogation là-dessus. Moi, je dirais que c'est parce que, Franck, la décélération initiale de Verstappen, elle n'est pas énorme. On voit qu'il ralentit plus qu'autre chose et Hamilton, il veut garder son DRS. Oui, je suis d'accord, mais qu'est-ce qui te dit que sur le coup, quand t'es pilote de Formule 1, une voiture devant toi ralentit de manière inattendue, la première chose à laquelle tu penses, c'est qu'il a un souci. C'est pas j'ai envie de la jouer stratégique au niveau du DRS, quoi. Ça s'est jamais vu en Formule 1, jamais vu. Mais comme Verstappen ne se range pas, Manu, c'est peut-être ça. Ouais. En fait, pour moi, le point qui fait hésiter Hamilton, c'est qu'en fait, depuis le début du week-end, quand un pilote est plus lent ou en phase de ralentissement ou en train de laisser passer quelqu'un ou de prendre un tour, il se range dans cet endroit-là de la piste sur la gauche et les autres le contournent par l'extérieur. Et là, en fait, Hamilton se retrouve dans l'aspiration avec le DRS et voit Verstappen qui plante tout en pleine trajectoire. Donc déjà, avec le mur des stands, le mur de la piste comme il est fait, il ne sait pas s'il y a un retardataire qui va être sur la voie
à gauche. Je pense qu'il peut se méfier un peu de ça. Et 2, il doit se demander pourquoi, si Verstappen est en train de ralentir pour rien ou parce qu'il a un problème, pourquoi il ne s'est pas mis sur la trajectoire lente initiale qui fait qu'en fait, le pilote qui est plus rapide va passer par l'extérieur. Et moi, ce que je pense, et là, ça enfonce un peu Verstappen et ça défend Hamilton, c'est que Hamilton a eu peur de savoir ce qu'allait faire Verstappen parce qu'il s'est dit, si je passe par l'intérieur et que lui se décide au dernier moment à se mettre à l'intérieur, est-ce que je ne vais pas justement le percuter? Et il s'est aussi sûrement dit, il n'est pas né de la dernière pluie et c'est un pilote de F1, qu'il y avait un DRS au bout et que Verstappen essayait peut-être de lui faire quelque chose. Et il avait raison, puisque 5 tours plus tard, Verstappen lui fait exactement ça. C'est-à-dire qu'il ralentit dans la ligne droite, et en fait, au moment où Hamilton freine pour passer tranquillement, lui, il réaccélère et le plonge à l'intérieur. Donc, on voit bien qu'il y avait la possibilité il y avait la possibilité que Verstappen fasse un coup comme ça. Et en fait, là où Hamilton ne doit pas comprendre ce qui se passe et se méfie doublement, c'est que normalement, quand un pilote laisse passer un autre, que ce soit une consigne d'équipe, une place qui est rendue, un pilote qui est plus lent qu'un autre, etc., on sort d'un virage, on se met complètement hors trajectoire une fois sorti du virage et on accélère moins. Ou alors, comme tu dis Alex, on décélère un peu et on laisse couler. Sauf que là, non seulement il attend d'être au bout de la ligne droite, parce qu'en fait, il prend quand même son accélération initiale de la ligne droite, et une fois qu'il atteint quasiment 300, il relâche et ensuite il plante le frein. Donc ça fait que vraiment, c'est un comportement qui est ni anormal en termes de vitesse, ni normal en termes de vitesse, ni normal en termes de trajectoire. Et forcément, Hamilton se méfie. Alors, je ne veux pas excuser Hamilton de tout. Il aurait pu tenter de passer. Mais si au même moment qu'il décide de passer à gauche, Verstappen a réellement un problème et décide de se ranger à gauche, ils vont au carton aussi. Donc, je pense qu'il a joué de méfiance. Il n'a pas voulu se faire avoir sur la zone DRS non plus. Mais de toute façon, Verstappen n'avait pas à le laisser passer là, puisqu'on sait depuis Spa 2008 qu'on n'a pas le droit de profiter de rendre une place pour ensuite dépasser dans la foulée, dans les secondes qui suivent, ou en tout cas juste après un virage. Donc, en fait, il y a vraiment pas de raison que Verstappen le laisse passer à cet endroit-là de cette manière-là, et je pense que c'est ce qui fait que Hamilton est doublement prudent. Franchement, je trouve que ce qu'il fait plus tard quand il replonge, je trouve que ça c'est le pire. Honnêtement, pour moi, c'est de tout ce qu'il a fait pendant tout ce Grand Prix, la pire action, c'est celle de laisser passer Hamilton, de plonger. En plus, je suis désolé, il fait son truc comme un sagouin, il finit quasiment hors piste pour avoir le DRS et être devant après. Il faut comprendre qu'au tour 37, si Hamilton le passe réellement, c'est exactement ce qu'il fait. C'était déjà ce qui était prévu. Et là, c'est son ingé course qui rajoute de l'huile sur le feu en lui disant tu le laisses passer stratégiquement. Voilà. Parce que Louis nous pose la question dans le chat, il nous demande par contre, et c'est bien d'essayer aussi de montrer évidemment les deux faces, mais pourquoi Hamilton met un petit coup d'accélérateur quand il est dans l'échappement de Max Verstappen? À mon avis, le contact vient simplement du fait que Hamilton, au bout d'un moment, il se dit bon, bah écoute, il voit la situation, il se dit c'est simple. Soit on finit à 20 km/h chacun et Ocon nous dépasse et donc il décide de passer, mais c'est au moment où Verstappen décide de remettre un coup de frein. Parce qu'il se touche à gauche. Oui. Quand tu vois la courbe de vitesse sur la télémétrie, tu as une grosse décélération de Verstappen. En fait, tu as une grosse décélération, donc la vitesse plonge vraiment. Et en fait, tu as une légère bosse où la vitesse se restabilise un peu. Et c'est à ce moment-là où Hamilton voit la Red Bull. En fait, il a bien freiné, il voit la Red Bull s'éloigner légèrement. Il remet un coup de gaz. Et là, Verstappen plante le fameux 2 Giga 4 de freinage. Et c'est à ce moment 4G de freinage. Et c'est à ce moment-là que Hamilton touche la voiture. 2 gigawatts de freinage. Et pourquoi Hamilton réagit aussi? C'est parce qu'il n'est pas du tout mis au courant de la future manœuvre de Verstappen. Et on se doute que l'ingénieur de Red Bull a prévu Verstappen. Normalement, ça devait être aussi à la FIA de dire à Mercedes il va vous laisser passer. C'est ce qui arrive lorsque les ingénieurs disent voilà, je ne sais pas quoi, tel pilote, il va te laisser passer bientôt, etc. Ou même entre équipiers, il y a aussi un problème de communication radio. Enfin, tout était flou. Et on aboutit à ce genre de résultats. Et tu te rends compte, Alex, que tu es en train de nous... Il va falloir qu'ils inventent une procédure maintenant pour relaisser la position pour qu'il n'y ait plus ce genre de scénario. Mais je pense aussi rajouter quelque chose. J'ai écouté les radios des deux et en fait, Mercedes ne comprend pas pourquoi Red Bull fait ça si vite. C'est-à-dire qu'au virage 21, donc en fait, c'est le dernier virage avant le fameux virage 22 un peu difficile et la retournée vers cette ligne droite où Verstappen freine. C'est au virage 21 que Verstappen reçoit l'ordre de laisser passer Hamilton. Et en fait, à ce moment-là, le temps que la direction de course prévienne Mercedes derrière, j'imagine que Maisie, comme il a dit, il n'a qu'un seul bouton à la fois. Et ben en fait, je pense que Verstappen, dès qu'il est au courant, quasiment le fait dans la foulée. Et effectivement, entre le décalage la FIA prévient Red Bull prévient Verstappen avant que la FIA ait le temps de prévenir Mercedes, et du coup, ça fait qu'il y a ce décalage et qu'Hamilton n'est pas au courant. Mais alors effectivement, c'est parce que Red Bull le fait très vite. Et peut-être que la FIA, je crois que la FIA d'ailleurs, après, quand il leur laisse passer,
il y a une communication entre Red Bull et Verstappen où il explique où il le laisse passer de manière beaucoup plus safe. Donc, ça montre que justement, les leçons ont été apprises directement par Red Bull. On a Gen 33, un chiffre peut-être innocent, je ne sais pas qui est dans le chat. Mais si tu sais pas ce que le pilote va faire devant, pourquoi est-ce que tu lui colles aux fesses? J'essaie de revoir l'incident pour pas dire de bêtises. Il le colle pas. Enfin, Verstappen s'éloigne à un moment quand même. Il est à peu près à 1 seconde. Il est dans l'aspi et le DRS. C'est la course. On est en course. Enfin, je veux dire, il y a pas de. Il fait la course, quoi. Parce que c'est pas. Il pense qu'il y a une VSC. Il y en a eu tellement. Surtout, c'est le moment où il est derrière de base. Ils sont juste en train de faire la course. Donc, il n'y a pas de raison qu'il soit pas derrière. Ouais, voilà. Alors, de ce que il le colle. Enfin. Il y a un premier ralentissement de Verstappen. Hamilton réagit, donc évidemment, il revient, puis il relaisse partir Verstappen puisqu'il réagit. Verstappen rajoute encore un petit coup de frein, et c'est là où, oui, Hamilton se retrouve dans les échappements. Mais je pense qu'à ce moment-là, on voit très clairement ce que fait... tout ça, ce ne sont que des hypothèses. Hein. Je ne suis pas Lewis Hamilton. Sinon, on va pas se le cacher, je pense pas que j'aurai le droit de faire un live comme ça sur Twitch à 3 jours d'un Grand Prix décisif, donc je ne suis pas Lewis Hamilton. Mais au vu des images, donc Verstappen reste complètement à droite au début, puis quand il remet ses deuxièmes coups de frein, il se remet vers la gauche. Il commence à se décaler. Et à ce moment-là, je pense que Hamilton se dit peut-être, il passe peut-être dans sa tête du côté, il essaie de m'avoir sur le DRS, il a peut-être un problème, je vais essayer de le contourner. Pour moi, c'est peut-être plausible, parce qu'on a vraiment cette impression d'un coup où Verstappen a peut-être un souci, et donc Hamilton essaie de passer un peu comme il peut, mais il ne s'attend pas à ce que Verstappen remette un coup de frein, qui était quand même, effectivement, avec 69 barres de pression, c'est un coup de frein, c'est quelque chose. Voilà, il ne s'attend pas forcément, donc c'est pour ça qu'il y a le contact à la fin. Soyons heureux que ce contact n'ait pas terminé les courses des deux pilotes, ou obligé l'un des deux à changer... Il y a quand même eu des dégâts, hein. C'est le casque boss de Toto Wolff qui a été éclaté. Et ça, un aileron avant. La victime. Ça, c'est assez terrible. Et ça, d'ailleurs, finalement, la marque qui s'en sort le moins bien peut-être de ce Grand Prix, c'est peut-être Bose, qui finalement ne fabrique pas des casques de très bonne qualité. Parce que Toto Wolff ne peut pas le prendre et l'exploser. Il a même dit sur le canal, il faut qu'ils travaillent la solidité des casques. C'est ça, au moins ça les aide. Ça leur fait du R&D, c'est pratique. Mais heureusement, on a Lewis Hamilton qui casse son aileron avant, qui perd 4 dixièmes au tour, qui claque quand même le meilleur tour derrière. Ça, je veux dire, pour le spectacle, heureusement que tout ça s'est passé, parce que franchement, ça aurait pu se terminer à ce moment-là, quoi. Moi, je pense à celui qui n'a pas regardé la course et qui regarde les résultats. Hamilton, Verstappen, Bottas, c'est le podium le plus commun de l'histoire de la F1. Qu'est-ce qu'on s'en emmerdait? C'était nul, l'Arabie Saoudite. Moi, cette action, en tout cas, ce qu'elle m'a enseigné, c'est que Hamilton se méfie quand même vachement de Verstappen et à tout moment de la course, y compris en ligne droite. Donc, ça se voit pour moi. Ça veut bien dire quand même quel est l'état d'esprit en ce moment entre les deux. Pour moi, Franck, ça se voit depuis Interlagos. Ouais. Parce que quand on voit normalement Interlagos, ce que fait Verstappen, ça doit se terminer en accrochage. Que Hamilton ait la présence d'esprit déjà d'aller faire un tour dans le centre-ville de Sao Paulo puis revenir en piste, c'était déjà fort. Et là, on le voit aussi quand il est devant, quand il attaque dans le premier virage et que Verstappen arrive complètement. Hamilton, il part aux fraises complètes parce qu'il se doute. En fait, il a cette inquiétude totale et ça fait que cette finale de dimanche, ils vont arriver les deux dans un état d'esprit qui est un peu particulier parce qu'on a Lewis Hamilton qui va arriver sur la grille en se disant bon, la voiture 33 va être prête à tout. Donc il faut être prêt, il doit voir ça en 45 dimensions en pensant à ce que fait sa voiture et à ce que fait celle de Verstappen. Et puis ensuite, Verstappen qui a son côté je ne me laisserai pas passer. Voilà. C'est vraiment c'est une ambiance particulière qu'on a très. Il manque que Sylvester Stallone cette finale. J'aimerais beaucoup que les deux Red Bull se retrouvent en fond de peloton et doivent remonter en faisant bzzz, ce serait formidable. Ouais. Moi, je signe pour voir ça et pour écouter ça. Plutôt que d'entendre les gens aller se plaindre à la FIA tout le temps, moi d'entendre les Verstappen et Perez qui font bzzz, moi j'adorerais. Pour ceux qui n'ont pas vu Driven, chef-d'œuvre du cinéma, allez voir ça. Bien évidemment, c'est normal. Mais le pire, c'est que c'est pas encore terminé parce qu'ensuite il y a encore donc 2 manœuvres dans le dernier virage où ça se termine quasiment hors piste pour les deux. Enfin, c'est un côté. J'ai l'impression que quand Hamilton le passe enfin dans le virage 27, il le met large histoire de dire bon. Il l'étale. Là pour le coup, c'est pas très propre parce qu'il l'étale vraiment en dehors de la piste. Ah, c'est dégueulasse. Mais à un moment donné, je peux comprendre le mec qui en a marre depuis 3 courses et qui a se dit écoute, tu t'arrêtes là, voilà, il lui met un stop et il repart.
c'est pas possible, même si, voilà, c'est pas pardonnable. Mais en même temps, je vous rappelle que je suis fan de Fernando Alonso et qu'il fait ça depuis 10 ans. Donc c'est tout à fait normal et c'est autorisé par la FIA, donc il n'y a aucun problème. C'est le geste de frustration, effectivement, qui est totalement compréhensible dans le contexte. Voilà. Alors Thibaut Monti qui nous demande, du coup, pour comprendre l'action, est-ce que le break test de Verstappen est blâmable ? Oui, puisqu'il l'a été. De toute façon, il a été pénalisé pour ça. Est-ce qu'Hamilton est dans son bon droit de ne pas dépasser ? Oui, parce que la Formule 1, vous n'êtes pas obligé d'être à 100% tout le temps. Manu. Deux choses. Déjà, il n'y a pas d'obligation de dépasser. S'il est en train de se méfier, il a le droit d'attendre un peu pour voir ce qui se passe. En plus, il y a quand même de la marge avec les autres derrière. Il n'y a pas spécialement de pilotes qui sont en train de le revenir dessus à un tour, donc il n'y a pas de raison de dépasser à tout prix et d'aller au crash si jamais Verstappen change de trajectoire, comme on a dit. Et la deuxième chose, c'est que ça s'est très souvent vu cette année et les années d'avant, depuis qu'il y a le DRS, en fait, qu'un pilote décide, par exemple, d'avorter une attaque à un virage pour ne pas être dans la zone de détection d'un autre. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent le cas. Il y a souvent des pilotes, on les voit revenir avec le DRS. Ça arrive notamment au Brésil, je crois, puisqu'en fait, il y a une zone DRS, une détection, une zone DRS. Donc, ça fait que le pilote remonte, revient dans la ligne droite, se met dans le sillage. Même s'il peut dépasser au premier virage, il ralentit et prend le deuxième DRS pour ensuite avoir un tour complet pour essayer de prendre de l'avance. C'est quelque chose qui se fait tout le temps et qui est jamais sous enquête, jamais blâmé, parce que tout simplement, c'est de la tactique de course. Donc ça, ça s'est passé plein de fois lors de ce Grand Prix, Manu, aussi. Hein. On a eu plusieurs batailles où les pilotes restaient derrière avant le virage 27. Bottas-Ocon, notamment, ça s'est fait. Pourquoi Bottas attaque au dernier virage ? Parce qu'il sait que, justement, il y a une longue ligne droite et qu'au moins, il peut le battre une fois pour toutes, quoi. Donc, il aurait pu le dépasser avant. Il est dans son sillage depuis une douzaine de tours, je crois. Donc, ça, voilà, on peut pas... c'est pas... On rappelle, hein, la NASCAR, toujours vers eux qu'il faut se tourner, évidemment, pour avoir le futur du sport auto. En 2013, ils ont été obligés d'adopter une règle, puisqu'il y avait eu un... Enfin, voilà. Vous savez, nous, tout ce qui est Crashgate, tout ça, on connaît. Bon, il y a eu un petit peu ça en NASCAR en 2013, avec un tête-à-queue volontaire. Et là, ils ont dit, nous faisons une nouvelle règle. Chaque pilote doit donner 100% à chaque moment de la course. Moi non plus, je sais pas comment ils font pour monitorer ça, mais en tout cas, c'est la règle. Donc peut-être qu'il faudrait faire ça en Formule 1. Ils ont un pilotomètre dans les stands où ils voient justement le 100% du mec selon sa tension et son rythme cardiaque. Imagine, il y a un mec qui regarde un truc, il y a 100 partout, il y a 99,4. Pénalisez-le. Il dégage, je veux plus le voir. Ce serait incroyable. Le Crashgate de Singapour m'est revenu en tête une seconde quand j'ai vu Pérez se crasher. Ah oui. J'ai vraiment eu peur sur ce coup-là. Je me suis dit quand même, imagine, Crashgate, il se dit, allez, je vais faire ça, et si je pouvais emporter la moitié du peloton derrière, c'est encore mieux. Ça, on est sûr que c'est pas fait exprès. C'est vraiment le mec qui vrille complet, quoi. Il n'y a plus rien à faire. Fallait prévoir le deuxième départ et le premier drapeau rouge quand même. Hein, oui. Là, ça aurait été vraiment, c'était fort. Ça aurait été vraiment du génie là. Fallait aller voir As, dire à Mick Schumacher de se planter, tout ça. Non, ça devient compliqué. On se rappelle qu'en 2008, on voit quand même Piquet s'entraîner au tête-à-queue aussi. Donc je pense qu'on aurait eu des signes avant-coureurs du potentiel de crash. Je m'excuse encore à toutes les personnes que j'avais pu traiter de complotistes à l'époque. Mais bordel, c'était sous nos yeux, mon Dieu. C'était là, mais j'étais jeune et innocent, je m'en excuse. Parce que bon, c'était assez dingue. Et bon, finalement... Flavio, hein, à un moment donné, il revient. Il revient en Formule 1. Big Formula 1, big excitement, big picture, je sais plus quoi, je sais plus ce qu'il nous dit. Mais c'est merveilleux. Mais donc, franchement, voilà, c'est un Grand Prix qui fut, ma foi, fort animé. Mais j'ai envie qu'on glisse sur la partie FIA, messieurs, parce que ça rejoint un peu, voilà, tout ce dont on parle est aussi intimement lié à ce que fait la FIA, quoi. À un moment donné, a-t-elle ou non perdu le contrôle de ses pilotes. Alors, ça peut être, on vous le dit, ceux qui nous regardent actuellement, ça peut durer jusqu'à 22h30 cette émission. Là, on sait que ça sera certainement pas 1h30 parce qu'il y a quand même pas mal de chapitres dans toute cette histoire de la FIA, à commencer même, ça peut même aller jusqu'au moment où on a autorisé ce circuit, où on a mis le feu vert, où on a homologué cette piste de Jeddah qui n'était quand même pas ultra adaptée. On a eu des pilotes, on l'a vu sur Next Gen, vous avez pu lire d'ailleurs aujourd'hui, je crois que c'est Vettel qui dit que on dirait Suzuka avec des murs. C'est pas top, Suzuka avec des murs quand même, je sais pas, c'est un peu dangereux. Et c'est un peu le souci. Il y a le moment où Alonso part en tête à queue, où c'est un petit peu chaud derrière. Après, je pense que les pilotes derrière sont assez grands pour voir et pour bouger. Mais si la voiture d'Alonso part en tête à queue différemment, il peut se faire percuter quand même. Donc ça reste tendance. À la question, la FIA a-t-elle perdu le contrôle à Jeddah ? Il faudrait déjà qu'elle ait eu le contrôle avant Jeddah. Et on a parlé d'Interlagos.
c'était déjà très limite, mais effectivement, il y a eu tellement de choses qui se sont mal passées. L'autorisation du circuit, on a vu qu'en F2, les séances étaient reportées parce qu'il fallait faire des réparations de dernière minute. C'est assez rare qu'on voit ça, et c'est déjà avant-coureur. On peut parler évidemment du drapeau jaune fantôme, hein, qui n'a pas eu de conséquences, mais dont on aurait pu parler bien longtemps parce que Hamilton n'a finalement pas été pénalisé sur la grille, mais ça aurait pu avoir de très très lourdes conséquences. Il y a l'affaire évidemment de la safety car qui, quelques tours après, se transforme en drapeau rouge. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu avant prévoir une manière de faire une disposition dans ce virage qui était déjà critique? On l'a vu avec Leclerc, pour la prévoir, pour que les stratèges soient au clair et éviter de fausser un championnat, parce que là encore, on en parle très peu, mais ça aurait pu être le gros sujet de discussion. La FIA a peut-être faussé le championnat, etc., etc. Et puis il y a eu l'affaire du bazar de Jeddah où on a marchandé les places. Donc je ne sais pas par quoi tu veux commencer, mais... Oh, bah tu sais tout, non, mais moi déjà, j'avoue que le premier, non mais le drapeau rouge, moi, voilà, je l'ai mis d'ailleurs sur Twitter, c'est quand même un concept, hein, d'aller à Jeddah, faire un circuit pareil et être là à dire, mais merde, il faut un drapeau rouge pour les tech pro. Bah zut alors, on n'y a pas pensé, oh là là, c'est vraiment, c'est encore ridicule. Alors, mais pardon, vas-y. La faute à qui là pour le coup? La faute à la FIA ou la faute à Mercedes qui aurait quand même dû s'en douter qu'il y aurait finalement un drapeau rouge? Moi, je veux dire, vraiment, quand on a les barrières comme ça qui sont vraiment bien détruites, le premier réflexe, et je pense que c'est Red Bull qui l'a eu, c'est de se dire ça va forcément être arrêté pour être réparé. On n'a jamais vu la FIA changer des tech pro sous voiture de sécurité. C'est jamais arrivé. On le voit plus sous l'ère Maisy. Mais avant, je pense qu'on le voyait un peu plus, parce qu'on avait beaucoup moins de drapeaux rouges quand c'était encore... Parce qu'on était des tracteurs en bord de piste, ouais. Oui. Et Mercedes l'assume pleinement. Ils ont dit à Hamilton à la radio, on a pris un risque parce qu'on savait que ça pouvait finir comme ça. Et effectivement, ils ont fait rentrer les deux. Ils auraient peut-être dû laisser une voiture en piste. Ouais. Mais honnêtement, déjà, bon, si du coup tout le monde sait qu'il y aura un drapeau rouge, pourquoi offrir aux équipes l'opportunité de s'arrêter? Moi, ça me... Non, le problème vient en fait de la règle de on autorise à changer les pneus après un drapeau rouge. Oui, ça supprimer cette règle, on n'a plus du tout de polémique. Drapeau rouge ou pas drapeau Exactement. rouge, au moins tout le monde est à égalité. Parce qu'il pouvait... Et puis, il y a le fait que désormais, il peut y avoir départ arrêté après un drapeau rouge. Je n'ose pas croire que c'est une influence sur les décisions de la FIA, parce que forcément, ça crée plus de spectacles qu'un départ sous safety car, mais on voit de plus en plus de courses sous drapeau rouge. Je ne sais pas si c'est consciemment ou inconsciemment, mais à mon avis, cet acteur aussi doit jouer dans l'esprit de la direction de course. Moi, c'est pas un hasard, en fait. Hein. Si on voit plus de drapeaux rouges depuis 2019, pour moi, c'est vraiment c'est la mentalité de Michael Maisy qui, il préfère stopper la course pendant 30-45 minutes le temps de réparer plutôt que de faire des tours sous safety car. Après, voilà, ça, je vais dire plus ou moins du bien de lui, ça c'est sa vision et il a le droit de la mettre en avant. Maintenant, l'espèce de souk qu'il y a eu, enfin moi je suis désolé, mais là on est tombé tellement bas. Moi ce qui me choque, je vous le dis, c'est que c'est la FIA qui propose le deal à Red Bull. Pour moi, c'est pas normal. Alors, moi, ça m'a choqué comme toi sur le moment. Sur le coup, j'ai halluciné quand effectivement on a eu la diffusion de ce marchandage, ce marchand de tapis. Mais quand tu y reviens un petit peu à tête reposée, un peu au calme, tu te dis, il y a eu un drapeau rouge, on n'a pas laissé l'occasion à Max Verstappen de se remettre derrière comme il faut dans le peloton. Et quitte à corriger ça, autant effectivement le corriger sur une départ. Alors je mets le fait que Michael Masi a totalement oublié qu'il y avait une Alpine qui était un peu dans le coup aussi. Hein. Ocon, bah, tu peux partir dernier, Esteban, parce que tu nous arranges là. C'était terrible. Ça pour le coup c'est le truc le plus critiquable. Mais voilà, j'ai bien revu les événements, le déroulé, et en fait ils ne font qu'appliquer sous drapeau rouge ce qu'ils peuvent appliquer en course. Ou de temps en temps, tu as Michael Masi qui prend la parole et qui dit à un pilote qui a pris un avantage sur quelqu'un d'autre hors piste en disant s'il te plaît, rends la position. Et oui, sauf que là, ça s'est fait sous drapeau rouge. Est-ce que vous auriez préféré qu'on laisse un départ avec Verstappen devant s'échapper et qu'on lui dise maintenant tu rends ta position alors qu'il a pris 3 ou 4 secondes d'avance devant? Je sais pas. Quel scénario vous aurez préféré? Là, je pose de débat. Le truc, Franck, c'est que en général, quand c'est laisse ta position, ils le font quand il y a quand les deux pilotes ont interchangé leur place, si tu veux.
Mais là, il y a Ocon dans le... Bon, Michael Maizy l'a découvert, 20 minutes plus tard, mais il y avait Ocon dans le truc. Donc même si il n'y a pas l'accident derrière, ils peuvent même pas dire... ils peuvent pas dire à Verstappen rend la position, puisque la position derrière, c'est pas Hamilton, c'est Ocon. Oui, mais en même temps, ils ont préservé Ocon. Ils ont quand même dit, ok, toi, t'en profites, tu n'as rien à voir dans l'histoire, tu restes devant. Et moi, je sais pas, j'ai trouvé ça, à tête reposée, j'ai trouvé ça plus logique. Maintenant, effectivement, c'est une première. Je pense que le fait que ça se déroule sous drapeau rouge, c'est ça. Je pense que c'est ça qui nous a un petit peu plus choqué. Ça aurait été au début, après le restart, un tour après. On se serait dit pourquoi avoir fait un départ comme ça si on savait d'ores et déjà que Verstappen devrait repasser derrière Hamilton, quoi. Mais pour nous, c'était la première fois, mais Messi a dit effectivement que parce que les communications maintenant sont diffusées. Et évidemment, c'est un grand plus, mais forcément, je pense qu'on voit beaucoup de premières pour nous qui ne sont pas forcément les premières en coulisses. Exactement. Et il ne faut pas oublier que si la situation est aussi compliquée, c'est parce que Verstappen, en revenant en piste, bloque Hamilton et permet à Ocon de passer au milieu. Donc derrière, il fallait quand même agir pour qu'il soit pénalisé pour ça. Sauf que, on ne va pas se mentir, ce n'est pas une chose pour laquelle on met 10 secondes de pénalité. Donc si on ne prend pas la décision sous drapeau rouge, ça veut dire qu'on prend la décision en course, comme ils l'ont dit. Si vous refusez, vous aurez une pénalité. En réalité, la pénalité, c'est probablement 5 secondes, pas 10. Et il y a quand même un risque, en ayant une grille de départ avec Verstappen, Ocon, Hamilton, que Verstappen ait le temps de prendre en 3 tours, parce que globalement, c'est le temps qu'ils ont pour appliquer les sanctions, qu'il ait le temps de prendre ces 5 secondes et en fait, au final, de les avoir en marge pour l'arrêt suivant. Donc, du coup, il n'y aurait même pas besoin d'avoir 3 tours, ce serait beaucoup plus. Donc, il aurait eu le temps en fait, de prendre cet écart-là et d'annuler cette pénalité. Donc, finalement, la FIA propose un deal qui permet de revenir à la situation précédente. Alors, ça met Ocon au milieu. Pénaliser, et sans avoir, entre guillemets, en classant l'affaire avant que la course reprenne. Et c'est pas plus mal, parce que s'il n'y a pas de pénalité, Mercedes va venir se plaindre. Selon la pénalité qui est mise en course après, Red Bull risque de faire appel, ou en tout cas de dire, bah non, nous, ça ne nous convient pas. Et Maizy se serait retrouvé à gérer la même situation, c'est-à-dire à marchander avec les deux équipes, pendant qu'il y avait une course qui se déroulait et que potentiellement, il y avait d'autres incidents qui arrivaient. Alors, je suis pas d'accord avec toi, là, Manu. Je suis pas d'accord pour une raison, c'est que quand il y a eu cette décision-là, ils savaient pertinemment qu'il n'y aurait certainement plus d'arrêt au stand, puisque ils avaient changé les pneus et que moi ça allait au bout. Donc Red Bull s'est dit, je préfère être derrière que de savoir que Hamilton pourra rouler tranquillement derrière moi à moins de 5 secondes et sera classé devant moi à la fin de la course. C'est possible. Je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Mais dans tous les cas, moi j'ai trouvé que c'était pas mal et le marchandage ne m'a pas choqué dans le sens où effectivement, dès le départ, j'ai pensé que c'était pas la première fois que ça arrivait, que simplement, on a effectivement découvert pas mal de choses. On s'est marré, on s'est foutu de Toto Wolff et de ses emails qu'il envoie à Michael Maizy pendant les courses, mais je pense que Michael Maizy reçoit des emails de Toto Wolff depuis 2019. Faut pas se leurrer. À mon avis, on aurait eu les discussions du Canada 2019 quand Vettel ressort devant Hamilton en piste. Je pense que c'était la foire absolue. Et donc je pense que c'est pas anodin, enfin c'est anodin plutôt, c'est pas nouveau à mon avis. Il faut absolument qu'il sorte un bouquin, Michael Maizy. Il faut qu'il déclassifie les emails, parce que j'imagine avec Vettel au Canada, un email, c'est parce qu'en plus c'est des gens de la F1, tu vois, donc ça doit être genre hello Michael, virgule, what the fuck, point d'interrogation. Toto Wolff, Team Principal, Mercedes AMG, enfin, il doit y avoir des pépites dans ces emails. Le mieux, c'est encore une fois, on le rappelle, c'est pas l'email, c'est le fait qu'il appelle pour dire Michael, je t'ai envoyé un email, si tu veux. Tu peux le regarder, tu regardes pas, d'accord, pas de souci. C'est extraordinaire. Après, en y repensant juste, on a quand même, je pense, il faudrait juste fouiller pour savoir quand est-ce que ça arrive, et sous d'autres drapeaux rouges dans le passé de la F1 assez récent, on a déjà eu des ajustements sur la grille de départ entre des pilotes dans le peloton, en disant toi tu partiras devant tel pilote ou autre. C'est déjà arrivé ça. Je sais plus dans quel cas, peut-être que c'était à Monza, peut-être quand Pierre Gasly avait gagné. Il me semble qu'il y avait peut-être eu un switch de position aussi dans le peloton quand ils étaient tous dans la pit lane, on leur a demandé d'inverser des positions. Mais je pense que c'est des choses qui sont déjà arrivées quand même. Après, moi, c'est le côté. Il y a effectivement peut-être des marchandages comme ça, et c'est la première fois qu'on l'a en direct. Pour moi, il y a quand même une circonstance qui est visible, c'est le côté où on voit que Michael Maizy, il est complètement débordé. D'arriver et de dire, alors, vous mettez deuxième, voilà, on laisse passer Hamilton et pas un moment. Mais attendez, il y a Ocon dans l'affaire, je l'ai pas vu, Ocon. Il suffisait de regarder un classement, mon gars, c'était pas... Enfin, là, je veux dire, c'est pas... Il les a quand même, les trucs devant lui. Enfin, je veux bien que les commissaires n'aient pas forcément toutes les vues, mais enfin, le classement de la course, je pense que c'est la moindre des choses. Donc c'est ça, ou voilà, c'est... Là, du coup, il y a le bénéfice
par contre, pardon, l'inconvénient du nouveau système, qui est quand on dit que c'est un drapeau rouge, on ne se remet pas en classement d'un tour avant pour faire repartir les choses. Sinon, ça serait réglé tout de suite, on serait reparti sur la grille d'avant, et il n'y aurait jamais eu cette histoire. Sauf que maintenant, quand on arrête la course par un drapeau rouge, on garde le classement à l'instant T. Et puis, on ne revient plus à un tour ou deux tours en arrière. Donc, voilà, il y a du pour, il y a du contre sur tout ça. Je comprends la position de Michael Masi. Vous êtes en plein milieu d'une lutte absolument acre entre deux rivaux politiques qui s'en veulent, mais comme jamais on a vu dans la F1 moderne. Prendre la mauvaise décision dans un temps aussi court et prendre le risque du coup de pénaliser un des deux au championnat, c'est quand même pas une position facile. Il faut quand même l'admettre. Donc, moi, j'ai pas envie de trop le jeter la pierre, même s'il y a des choses effectivement qui ont pu paraître de manière un peu amateur lors de cette phase-là. Et la question, c'est est-ce que la FIA a perdu le contrôle? Je dirais non, au contraire, elle l'a perdu à Interlagos, elle l'a perdu un petit peu en ce début de Grand Prix, mais elle a fini par le reprendre avec les pénalités et les décisions qui ont été prises ensuite envers Max Verstappen. C'est-à-dire, on est là, on agit bien, on a correctement remis la bonne grille pour le départ, on a pénalisé Verstappen pour ce qu'il a fait. Et je suis plutôt rassuré par la fin de la course, effectivement, que par rapport au début. Mais oui, effectivement, sur le début de course, quand tu vois ce marchandage, tout le monde est choqué. Vas-y, Paul. Ouais, non, je voulais juste, pour remonter un tout petit peu en arrière, justement, avant cet incident, la solution pour éviter tout ça, en fait, ça aurait été qu'une fois qu'ils avaient décidé qu'il y avait la voiture de sécurité en piste, bon, bah, tant pis, quitte à passer 10 ou 15 tours sous voiture de sécurité. Alors, c'est pas très sexy, mais une fois que la décision est prise, en fait, de mettre cette voiture de sécurité, j'aurais préféré qu'ils aillent au bout de leur idée en disant, bon, bah, tant pis, on va passer 10 tours sous la voiture de sécurité, c'est pas génial, mais c'est-à-dire qu'une fois que certains des pilotes s'étaient arrêtés, d'autres non, c'était la seule manière finalement de garantir un Grand Prix équitable en fait. Et une fois que la voiture de sécurité se retire, tu fais un départ lancé. Alors on aime tous les départs arrêtés, mais en fait la vraie chose à faire pour moi c'était ça. C'était voiture de sécurité. Bon bah ok, on aurait peut-être dû mettre un drapeau rouge, mais tant pis, on a mis la voiture de sécurité, donc on va aller au bout de notre idée. On va passer peut-être 20 minutes, une demi-heure, c'est pas génial, mais les voitures roulent. Et ensuite, il y a une relance lancée où effectivement, l'équité est garantie, où Verstappen se serait effectivement retrouvé en tête, mais avec des pneus usés. Et du coup, il y aurait entre guillemets une forme de justice, quoi. Et en plus, on aurait évité l'accident du deuxième départ. Donc ça, c'est un incident, c'est pas la faute directe de la FIA. Mais pour moi, voilà, c'est plus facile à dire une fois que c'est terminé, mais ça aurait été la chose à faire. Voiture de sécurité, le temps qu'il faut pour réparer ces fameuses techpros. Comme vous l'avez dit les uns les autres, en plus, il y avait eu plusieurs accidents pendant le week-end. C'est pas comme si on savait pas déjà que c'était un spot du circuit qui était dangereux. Donc il y avait quand même mieux à faire que ça. Moi le problème vient du fait qu'ils décident de mettre la voiture de sécurité pendant 2 ou 3 tours et ensuite de changer au drapeau. Il aurait fallu garder cette voiture de sécurité et faire un départ lancé. Après, quand j'évoque la FIA, il n'y a pas eu que ça. Il y a eu parce que ensuite, on rappelle qu'il y a eu à peu près 19 voitures de sécurité virtuelles pour ramasser les débris. Et là, j'estime qu'on est encore malheureusement dans ce côté. La FIA et Michael Masi, son directeur de course. Je suis désolé, on va vraiment avoir l'impression que je le déteste alors que je ne le connais pas plus que ça, mais. Entre Michael quand même, vous devriez. Bah oui, on devrait pourtant bien s'entendre de base. C'est ça que je ne comprends pas, ça ne fonctionne pas. Mais c'est vraiment, moi, je ne comprends pas. Allez, qu'ils mettent une voiture de sécurité virtuelle pour ramasser des débris, oui. Quand elle commence à durer, parce que à aucun moment les voitures n'ont assez d'écart pour que les mecs commencent à aller en piste. Déjà, tu te dis, il faudrait peut-être mettre une voiture de sécurité réelle. D'ailleurs, Fernando Alonso a gueulé à de nombreuses reprises. Mais il y a un autre moment où j'ai été plus gêné encore, c'est. Plus loin, c'est dans les derniers tours du Grand Prix, je pense que c'est la dernière safety car virtuelle. On a Hamilton et Verstappen qui sortent d'un virage, on voit un énorme débris. C'est certainement un morceau de Kimi Räikkönen ou de Sébastien Vettel, puisqu'ils n'ont fait que lâcher des pièces un peu partout dans la fin de course, mais on voit un énorme débris. Et la procédure de safety car virtuelle est mise en place quasiment un tour plus tard. Et là, je ne comprends pas, parce que si Michael Masi n'a pas vu, parce que ça peut arriver, il ne regarde pas peut-être cet écran-là à cet instant T parce qu'il fait autre chose, parce qu'il y a un autre souci à régler, ce que je comprends. Mais il n'est pas seul. Il faut répondre aux mails de Toto. Voilà, c'est ça, il y a Toto. Oui, mais il ne regarde pas ses mails pendant les courses, donc je ne sais pas ce qu'il faisait à ce moment-là. En tout cas, il faisait autre chose peut-être. Bon, il ne le voit pas, je peux comprendre. Mais il y a d'autres personnes qui peuvent regarder. Il y a d'autres personnes qui sont là pour l'épauler, qui peuvent dire « Oh, il faudrait faire quelque chose ». Il devrait y avoir un système quand même où des gens, même extérieurs peut-être, à
la direction de course le voit, ce débris. Enfin, c'est là où je me pose la question, parce que on met 1 minute 20 à déployer la voiture de sécurité virtuelle pour enlever ce morceau. Pour moi, ça n'est pas normal. Et il y a toujours cette espèce de temps de latence maintenant pour prendre des décisions. Le problème, c'est qu'en faisant ça un jour, il y a quelqu'un qui va se prendre un débris, et quelqu'un qui va avoir une crevaison, et ça peut se terminer mal. Donc, on se rappelle qu'à Bakou, Verstappen se crache dans la ligne droite, dans ses Stroll à ce moment-là. Il faut 1 minute 30 pour que les safety cars soient déclenchés, alors qu'il y a une voiture qui a un morceau sur la piste quand même. Ils ont un tour à faire, etc. Il y a quand même le fait que, de toute façon, il y a pas mal de choses à la FIA, dans la gestion des cas critiques en course, qui fait qu'un jour ou l'autre, on aura un nouveau drame. Parce qu'à la fois, on ne peut pas avoir une FIA qui n'est pas au top niveau sur la gestion des problèmes en piste, à savoir les débris, les accidents, les grues encore en piste comme l'an dernier et ce genre de choses, et à la fois des circuits de plus en plus rapides et de plus en plus critiques au niveau du danger. Parce que à Jeddah, on a vraiment de la chance ce week-end qu'on n'ait qu'un pilote qui se fracture quelque chose. Ça passe près à beaucoup de choses. Encore une fois, le nombre de débris qui sont restés sur la piste, comme le dit Alonso, la voiture, au moment où la voiture de sécurité virtuelle est enlevée, Alonso est en train de dire quasiment, ou il vient de le dire à son ingé, qu'il y a encore plein de débris en piste. Et ça, je suis désolé, sur un circuit où ils enchaînent des virages à 3G5, je vais y arriver, et avec beaucoup de débris sur la piste et des forces sur les pneus qui sont énormes, c'est vraiment une recette pour qu'il y ait un gros carton et que derrière il y ait un suraccident. Donc la FIA doit être, pour moi, ils doivent engager plus de monde pour que tout le monde surveille les caméras, la piste, qu'il y ait des communications plus intenses avec les commissaires de piste qui, voilà, ils sont à bord de piste, ils peuvent voir un débris, et que tout soit fait beaucoup plus en direct et qu'il n'y a pas ces temps de latence. C'est vrai ce que tu dis, Manu, parce qu'on charge beaucoup Maizy, mais c'est que effectivement, il est tout seul. Et ça me fait penser à ce que je crois Red Bull ou Mercedes disait sur la réglementation technique de l'aéro arrière. Il dit voilà, la FIA, ils sont que 5 ou 6 à essayer de voir la conformité réglementaire des voitures. Les ingénieurs, ils sont des centaines par équipe. Donc il y a peut-être aussi un problème de ressources humaines, parce que Maizy, il ne ferait peut-être pas ça. Il n'aurait pas autant de difficultés s'il était aidé par beaucoup plus de personnes. Et peut-être on pourrait très bien aussi dire la FIA mettre un collège avec plusieurs responsables pour partager aussi les responsabilités, parce qu'effectivement, il ne peut pas tout faire à lui tout seul. Dans ces circonstances. Donc voilà, il y a peut-être un problème, le mandat de Jean Todt va se terminer, peut-être que son successeur devrait aussi se pencher sur ce problème de ressources humaines. Ouais, il a un adjoint aussi, Michael Maizy, parce qu'on rappelle à la base, Michael Maizy, il arrive à ce poste-là parce que c'était l'adjoint de Charlie Whiting, donc ils sont quand même plusieurs, on le voit en plus quand ils sont filmés, enfin ils sont plusieurs dans cette affaire-là, donc que nous, on arrive à le voir sur nos écrans comme ça, je sais pas, qu'on ait nous la capacité de réagir plus vite, je trouve ça pas logique. Et comme le rappelle bien le chat, à la fin de l'une des safety cars virtuelles pour cause de débris, on repart au virage d'après, il y a un gros plan sur un débris qui est dans le vibreur. C'est pas normal. Et moi, je reste convaincu que les saisons longues, comme on a là avec 22 courses en l'espace de 8 mois, ou l'an dernier 17 courses en l'espace de 6 mois, ça a aussi une influence sur la direction de course. Je ne veux pas penser que les mecs qui voyagent toute l'année, qui gèrent des décisions qui sont sous pression tous les week-ends, ne soient pas rincés en fin de saison. Et je suis désolé, quand tu as les mecs qui gèrent la sécurité sur les circuits et la sécurité des pilotes de F1, F2, F3, qui sont dans cet état-là, ça a aussi un lien avec le fait que potentiellement ils décident moins vite ou ils sont moins attentifs. Alors, c'est pas pour les excuser ou quoi que ce soit, parce que ça ne devrait pas être le cas, mais est-ce qu'on ne devrait pas avoir 2 directeurs de course qui se relaient? Est-ce qu'on ne devrait pas avoir 2 collèges, des collèges de commissaires, c'est différent, eux ça change tous les week-ends, mais Maizy, il est au four et au moulin. Il a fait des inspections de Jeddah entre le week-end du Qatar, après le Brésil, etc. Il est partout. Et je suis désolé, il gère peut-être trop de trucs, et à la fin, il n'a plus le temps ou l'énergie de se concentrer sur ce qui est le plus important, c'est-à-dire la sécurité. Et pourtant, c'est quelque chose qui lui tient à cœur quand même, puisqu'encore une fois, il brandit des drapeaux rouges, etc. Donc il y a quand même un problème à ce niveau-là. Est-ce qu'il ne devrait pas plutôt se concentrer que sur la direction de course elle-même? Tu imagines le pendant de ce que tu es en train de dire, c'est qu'on pourrait dire il y a un championnat qui a été décidé par l'autre directeur de course parce que justement avoir un Maizy qui gère que les courses, que ce qui se passe en course, ou un autre que Maizy, et avoir Maizy qui gère les inspections de circuit, les briefings des pilotes, etc. Parce que moi j'ai été étonné à Jeddah pour justifier le problème des débris d'avoir assez peu de postes de commissaires de course en bord de piste, avec le problème aussi, le même problème que les pilotes en fait, c'est qu'ils sont à l'aveugle de là où ils sont. Je pense qu'ils peuvent voir toute la surface de la piste de là où ils sont. Donc je pense qu'il y a peut-être des débris aussi qui sont peut-être dans une zone aveugle pour ces commissaires-là et qui n'ont pas été repérés autrement que par les caméras. Sauf que
nous, caméra, on voit un débris sur une piste, on se dit bon, c'est dans une courbe, mais c'est dans quelle courbe? Si le commissaire qui sont sur la piste ne peuvent pas le voir, où est-il ce débris? Il faut peut-être aussi le temps de le repérer aussi, donc ça peut peut-être justifier le temps de réaction. Après, alors, il faudra un directeur de course pro Mercedes et un autre pro Red Bull, comme ça au moins il n'y aura pas de débat. Et on met leur communication radio à la télé, où ils s'engueulent. Et si les 10 équipes sont à égalité l'année prochaine, comme le souhaite Ross Brawn, on fait comment? Mais 10 directeurs de course, pro Haas, pro Williams, pro Alfa Romeo. N'empêche, on est là, nous on débat, ça fait presque 1h30 qu'on est là-dessus, mais Ross Brawn, lui, il a trouvé le week-end génial. Moi, je suis désolé, mais nous, on n'arrête pas de se foutre sur la gueule depuis 8 mois maintenant, depuis le début de la saison, alors qu'il y en a un qui est là, qui trouve que tout ce qui se passe est fantastique depuis le début. C'est meilleur. On devrait vraiment tous vivre dans le monde de Ross Brawn, où tout est fantastique. C'est quand même le seul gars au monde qui arrive à sortir de Jeddah à dire le circuit était formidable, la course il a pris 90 millions. Géniale. Il a pris 90 millions, il est content. C'est Jacques Martin. Cannabis. Tout est formidable, sous vos applaudissements. Et là, ce week-end, vous allez voir, il y a Verstappen, il va mettre Hamilton dans le mur des stands. C'est superbe, la Formule 1 décomplexée, c'est génial, on adore ça. Et en 2022, ça sera encore plus magnifique avec mon règlement qui va... Et avec mes 29 courses dans l'année. il va dire, et rendez-vous compte, parce que là, ils sont arrivés à la dernière course ex-aequo, mais l'an prochain, ils finiront tous ex-aequo, parce que la Formule 1 2022, c'est génial. Enfin, c'est vraiment... Je pense qu'il va inventer un play-off spécial à la F1, ça va être on fait 22 courses, et à la 23e, on remet tout le monde à égalité. Ça, ça joue au résultat de la dernière. T'imagines, si c'était le Grand Prix d'Espagne à Barcelone, déjà que tu sers pas grand-chose dans la saison, mais alors là, c'est encore plus difficile quand même. C'est assez complexe. Mais même Chic nous dit c'est normal, il est employé par la FOM si c'est pas le pays de Candy pour lui. Non, mais c'est ça. C'est évidemment, il prêche pour sa paroisse, mais je trouve que la meilleure chose qu'on ait eue depuis l'arrivée de Liberty Media, ce sont les chroniques de Ross Brawn après course, où tout est génial. Tout est formidable en Formule 1 de toute façon. Et Michael il a quand même corrigé quelque chose. Il a dit que c'était Hamilton son pilote du jour et pas Verstappen. Il avait quand même, et c'est pour des prises de position aussi importantes qu'on. C'est radical, hein, comme oui. J'ai revu sa chronique de Silverstone après l'accrochage de Silverstone. Il a dit je fais un vœu solennel, je souhaite que plus jamais il y ait d'accrochage ou de polémique entre les deux pilotes. C'est arrivé. Il y en a eu 9 depuis. Qu'est-ce que tu veux Il y en a eu 9, dont 6 dimanche. Le pauvre Ross, il doit être terrible. Il doit être détruit. Non, mais c'est extraordinaire. Enfin, moi, j'ai vraiment hâte d'être en 2022 et de voir encore plus de choses formidables parce que là, encore plus de Ross Brawn. Mais cela dit, on en rigole de Ross Brawn, mais j'avais lu un papier de Vincent Franzen, qui est un journaliste belge qui a mis sur son site speedactiontv.be, et en gros, quand même, s'il y a bien une personne une entité qui gagne quelque chose de tout ce qui se passe actuellement, c'est la Formule 1. Parce que, regardez, on est là, ça fait 1h20 qu'on parle de 2 pilotes sur une course, mais c'est exactement ce qu'on veut finalement, et c'est ce que veut la Formule 1. Et je mets au défi de trouver des gens qui n'en auront strictement rien à faire dimanche, de comment ça va se terminer, quoi. Ouais, et j'ai vu justement, c'était Chris Medland, le journaliste américain qu'on a pu voir aussi dans Drive to Survive, qui disait que là, il a fait 2 émissions de radio au Qatar, en Arabie Saoudite justement ce week-end, en début de semaine, et en fait, c'est des émissions qui normalement parlent de sport, et là, qui ne parlaient que de F1. On a vu des gens, moi j'ai vu des gens sur Twitter qui disaient avoir été spoilés du résultat du Grand Prix sur France Inter, etc., etc. On voit que tout le monde se met à parler F1, et on voit que la place que prend la F1 dans le paysage médiatique est de plus en plus important. Et c'est vrai que là-dessus, on peut pas nier que Liberty Media, alors après, ça amène du bon ou du mauvais. Moi, quand j'entends Dominique Ali qui dit que de toute façon, on n'a aucun, non, c'est Todd, je sais plus, qui dit on n'a aucun signe que les gens se lassent au bout de 25 courses. Ça, c'est un avis qui est de leur, mais n'empêche que. Et Ross Brawn, encore. C'est vrai. J'essayais de le disculper, mais bon, finalement. Mais est-ce que ce serait pas ça le problème? Est-ce que finalement, les sondages, c'est pas juste Ross Brawn qui répond? Et du coup, il croit que on a 100% de gens contents. On a eu un vote. Mais bon, on en plaisante, mais c'est vrai qu'il faut quand même saluer Liberty Media pour un travail absolument incroyable. Enfin, même mon père m'a dit, alors que il regarde plus depuis que c'est passé chez, il regarde plus trop depuis que c'est passé chez Canal+, mais cette année, il a regardé toutes les courses qui étaient disponibles en gratuit, et il m'a dit lui-même, écoute, ce week-end, comment ça se passe, machin, il y a un regain quand même d'intérêt qui est assez fou. Alors effectivement, ça fait qu'on
ça oppose quasiment deux visions, entre guillemets, ceux qui sont là depuis un peu plus longtemps. Les nouveaux fans, on a l'impression que ça oppose parce qu'on voit pas la même chose, évidemment. Nous, ça nous saoule d'arriver au 22e Grand Prix, de les voir encore se percuter tout le temps, mais pour ceux qui découvrent la Formule 1, c'est formidable. Et du coup, non, c'est un très bon coup. Et on va pas se le cacher, la F1 gagne de toute façon, puisque ce week-end, si ça se termine sans aucun accrochage de manière insipide, ça aura été vu par des millions et des centaines de millions de personnes dans le monde. Et puis si ça se termine sur un accrochage, alors là, je peux vous dire que ça va être... Ça va être la folie. Finalement, c'est ce que disait Alex tout à l'heure, c'est que la F1 se nourrit aussi des saisons qui finissent en une apothéose qui ne soit pas des positives, ou alors des accrochages, justement. Enfin, encore une fois, les accrochages entre les leaders des championnats sont marquants. La saison 97, elle est marquante parce qu'Arrêt, avant ça, Schumacher et Villeneuve ne sont pas une seule fois ensemble sur le podium, ne se battent pas en piste. C'est pas la saison la plus exceptionnelle. On a de belles courses, mais on n'a pas une lutte pour le titre qui est monumentale. La seule chose, c'est qu'ils arrivent tous les deux candidats au titre et qu'ils s'accrochent. Et du coup, c'est ce qui fait que la saison devient quasiment mythique et qu'aujourd'hui encore, on en parle comme la référence de la saison qui a donné un final absolument dantesque. Mais et au final, c'est vrai que là, cette année, on se rappellera que oui, il y a eu une lutte toute la saison, qu'en fait, il y a eu quasiment la moitié des courses, sinon plus, où les deux se sont affrontés en piste, et qu'il y en a eu peut-être un quart du championnat où les deux se sont touchés en piste. Et finalement, c'est pas forcément du buzz très positif, mais ça reste quand même quelque chose qui fera parler très longtemps. Et ça restera une saison de référence dans l'histoire de la F1. Et on a eu très très peu de mauvaises courses aussi. Très peu. Ouais. La saison restera magnifique. Voilà. Même Sochi a été magnifique. Alors. Oui, non mais ça c'est vraiment, là tu sens que c'est la référence absolue, hein. On fera jamais mieux, donc profitez. Non mais ça va être, voilà, ça sera fou. Et puis, on est sur du... S'ils s'accrochent à Abu Dhabi, on est sur du Senna Prost, tant mieux, parce qu'ils auront fait tout ça en un an. Et ça, c'est fort. Hein. Senna et Prost, ils ont mis quand même 3 ans à faire des trucs. Là ça sera corsé, on verra évidemment, mais tiens, on va pouvoir évoquer... ce qui va se passer ce week-end, messieurs, on va en reparler, mais donc on y est, le 22e Grand Prix de la saison. C'est dommage, on aurait dû en avoir 23. Ah non, mais stop, hein, moi L'an prochain, ça. J'ai déjà l'impression que la saison elle a commencé il y a 4 ans, si tu veux. Donc, moi, Imola, par exemple, c'est très loin, hein, tout ça. Oui, c'est fou. L'impression qu'on est en 2017. Mais donc on y est, la 22e course. Il y a l'effet l'an dernier où la saison avait commencé en juillet. Oui, ça paraît. Même là, on est arrivé à la fin, j'avais l'impression que c'était à 5 ans le début de saison aussi. Tu vois, comme quoi, je te remets un problème avec les fins de saison, moi. C'est assez compliqué. Tu es vieux. Oui, c'est ça, ça y est. Je n'en peux plus. Mais c'est vrai que du coup, on a eu l'air de rien. On aura eu 39 courses en 1 an et demi, quoi. Ça, c'est vrai que. Une condensation. Ouais, mais fais gaffe parce que Ross Brown, il va t'annoncer que dans 3 ans, il y aura 45 courses en 8 mois, et là c'est autre chose. Déjà, l'an prochain, c'est 29 en 8 mois. Ouais. Sachant qu'il y a aussi mardi, mercredi, les essais de post-saison, c'est-à-dire que les mécanos ils sont loin d'être en vacances encore. Ils seront en vacances à Noël. Ouais, chez As, ils ont dit qu'ils donnent les outils. Hein. Chez As, ils donnent les outils, ils sont déjà barrés. Hein. On disait avec Franck l'autre jour, je suis sûr qu'il faut aller faire les poubelles à Abu Dhabi, parce que As, ils vont même pas se faire chier à ramener la voiture. De toute façon, ils vont juste la démonter et la foutre dans les containers à Abu Dhabi. J'aimerais tellement que Mick Schumacher et Niki Lauda, ils s'arrêtent sur la grille, ils commencent à prendre des outils, ils prennent l'aileron avant, ils le balancent dans le public. C'est cadeau. Ils lancent des morceaux de voiture, ils en ont marre. Manu, est-ce que tu crois qu'on jette les As à la poubelle ou est-ce qu'on jetterait pas plus les poubelles sur les As Oh là là. Ah, la violence. Si vous mettez une poubelle et une As côte à côte, est-ce que vous ferez la différence? Je ne sais pas. Mais... Laquelle va plus vite? La poubelle, on met la poubelle en descente, ça va largement plus vite. Non, mais ça va être grandiose. Parce qu'on est évidemment intéressé par la bataille de devant, mais il y aura beaucoup de choses qui vont. Enfin, on y est, le jubilé de Kimi Räikkönen, mesdames et messieurs. Est-ce qu'il roule? Non, il roule à 350. J'imagine la motivation de Kimi au test post-saison d'Abu Dhabi, si jamais il court. Alors là, non, il va pas, lui. Il aura quitté le pays depuis bien longtemps. Il attend que ça. Hein. Lui, après Abu Dhabi, c'est merci les gars, au revoir, à la prochaine. Je pense qu'il prend le sol de tout compte. Et voilà. Parce que dites-vous que nous sommes tous impatients d'enfin connaître le fin mot de cette histoire, de cette bataille, mais il y en a un qui est beaucoup plus impatient que nous que ça se termine, c'est Kimi Räikkönen. Donc vraiment, n'oublie jamais ça. Vous savez ce que Kimi Räikkönen a répondu à qu'est-ce qu'il pensait de Jeddah? Vous savez ce qu'il a répondu? Non. Je m'en fous, je viens pas l'année prochaine. C'est ce que j'allais dire. Oui, parce qu'on avait oublié, j'avais oublié de terminer là-dessus sur Jeddah, mais rassurez-vous, ils ont largement le temps de tout revoir, puisque nous revenons à Jeddah dans 3 mois. Ils ont le temps de refaire la série complète.
C'est un peu le souci, c'est que dans 3 courses, c'est de nouveau le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Donc, il va falloir sans doute se taper le même circuit. Il y a eu de bonnes idées, hein. Pierre Ils ont Gasly. le temps de changer la moitié du circuit, vu le temps qu'ils ont mis pour le monter. C'est vrai que là, ils ont le temps de le démonter et d'attendre encore 1 mois et demi. Donc ça va, ils peuvent se faire plaisir. Non, parce que Pierre Gasly, notamment, avait dit qu'il faudrait faire des lignes droites au lieu des 45 000 virages. Ouais, bon, du coup, il oublie qu'on va passer de 27 à 22, ça va être moins bien, tu vois. Il faut plein de virages. Si Verstappen tape pas en tour de qualif au 74e virage du circuit, ça a moins d'intérêt. Donc, c'est pour ça. Donc, mais effectivement, si on peut mettre plus de lignes droites, le circuit devient un peu moins dangereux. Mais est-ce que ce sera fait, ça suspense. Hein. Non, Alexandre a l'air sûr de lui. J'ai un gros doute aussi. Mais bon, on verra. Oh, si, Rosberg a dit qu'il y aurait 2-3 modifications qui seront faites quand même. Il doit changer la couleur des murs. Ouais, voilà. Et des vibreurs. Oui, en fait, ce qu'on sait pas, il y aura des modifications, ils vont juste créer les buildings, les bâtiments, ils vont juste créer la ville. C'est juste tout ce qui va changer. Ils vont mettre une fleur sur le logo d'Aramco pour faire plus nature. Hybride since 2014 Aramco. Débrouillez-vous avec ça. Et merci Louis de le signaler dans le chat parce que avant de parler de Loïs et de Max, il y a quand même surtout une lutte ce week-end qu'il ne faudra pas louper. Le classement crypto.com des dépassements. Le seul classement des champions. Qui finira champion du monde des dépassements? Parce que ça, c'est super important. Sébastien Vettel a pris la tête en Arabie Saoudite avec 127 dépassements. Fernando Alonso en a 125 et Kimi Raikkonen en a 121. Est-ce que vous sentez venir le dive bomb d'Alonso au premier tour pour en gagner 3 d'un coup? Ah, moi, personnellement, après Alpine, vous en faites ce que vous voulez de mon avis. Je parierais, il faut une élimination volontaire en Q1. Genre une 19e place sur la grille. J'allais dire. Faut partir dernier. Il part dernier, il a déjà les 2 As à dépasser. Franchement, oh, ce serait terrible. Ce serait génial que pour le sketch, il le fasse. Alpine change le moteur à combustion interne, puis Aston Martin le fait pour couvrir, pour faire en sorte que Vettel reste devant. Il y a quoi comme prix derrière tout ça? Eh ben... Un Bitcoin. Ah, moi, ça peut valoir cher. Hein. Ils gagnent un NFT. Ils gagnent leur tête en NFT, peut-être. Je ne sais pas. On ne sait pas ce qu'ils gagnent. Un NFT de Ross Brown. Nu en train de faire de la pêche. Dans la zone rouge à côté de Jeddah. Non, mais c'est un classement qui n'a ni queue ni tête. Mais donc voilà, Fernando Alonso doit faire au moins 2 dépassements de plus que Vettel parce qu'on ne sait pas ce qui se passe s'ils finissent ex aequo, par contre. Ça, c'est le gros problème. Ah, c'est pas au nombre de victoires. Bon. Voilà, ça va être compliqué. Celui qui a fait le 127e ou je sais pas combien le plus tôt, peut-être, je sais pas. Le truc terrible, le dernier dépassement, le plus incroyable. Non, mais il pourrait faire. Peut-être combien de fois l'un a dépassé l'autre, dans les éliminations, dans les affrontements directs. Tu vois. Quel enfer! Non, mais là, ça devient très vraiment. Ah bah, ils veulent un classement à la con, il faut des règles à la con. Au bout d'un moment, faut pas non plus. D'ailleurs, j'en profite puisque personne nous écoute. Manu, Paul, Alex, on n'a jamais parlé de ce truc sur le Next Gen, d'accord? Bah non, quasiment pas. Voilà. C'est bien pour ça que je suis là, messieurs. À un moment donné, j'essaye de redonner un petit peu d'importance. Alonso sur le site, d'après Michael. Oui, bah, déjà le fait que le site ne s'appelle pas nextgenalonso.com, personnellement, ça me perturbe. Oui, il n'est pas bleu. Voilà, après, chacun voit midi à sa porte, mais bon, personnellement, j'aurais fait ça. Mais en tout cas, voilà, on verra comment ça va se terminer, ce crypto.com à avoir des dépassements. C'est fantastique. Je pense que les deux n'en ont strictement rien à faire. Mais il y aura certainement une présentation à Abu Dhabi. Donc il va quand même falloir rester jusqu'au bout pour voir le trophée être remis. Le NFT de Ross Brown, donc on espère que ce sera ça. Tu vois, parce que l'espace d'un moment, j'ai l'impression qu'il n'y a plus aucun enjeu sur la fin de saison et que un univers parallèle où on discuterait du seul enjeu qui resterait. Mais ça, ils l'ont créé pour les années futures, j'en suis certain. Ouais, c'est sûr. C'est le truc où il y a une équipe championne 4 courses avant la fin, machin, ils disent mais au niveau des dépassements, c'est pas fini parce que. Cela dit, pourquoi pas donner un point à celui qui ferait le plus de dépassements pendant une course? Ah, c'est pas bête. C'est pas bête, il faut voir après comment ils considèrent les dépassements, machin, enfin ça peut se terminer très mal, hein, cette affaire. Ça peut être. Donc est-ce que Maisie a besoin de gérer d'autres problèmes en plus? C'est la question aussi. Avec un petit crayon, avec les notes. Sinon, ça peut être marrant, on a Ocon et Alonso qui n'arrivent pas de se passer, dépasser, repasser 150 tours.
Plus 50 pour Fernando, c'est bien. Ah, mais j'adorerais une communication radio, que ce soit avec Vettel et Stroll ou avec Alonso Ocon, où ils disent « Laisse passer l'autre, c'est pour le classement des dépassements, laisse passer !» C'est un ordre. Ce serait... Pas toi comme un lion. Ce serait fantastique, mais je suis pas sûr que ça va se passer comme ça. Mais bien évidemment, ce qui va le plus nous intéresser ce week-end, ça restera donc cette lutte pour le titre de champion du monde. On va pas se le cacher, pour les équipes... Non, moi je suis pas là pour ça. Moi, pas envie, moi. Mais bon, au niveau des équipes, on vous le disait, il y a quoi ? Il y a à peu près 4 courses, on vous disait tout est très serré, c'est formidable. Ça n'est plus le cas du tout. C'est-à-dire qu'il faudrait quand même une grosse catastrophe pour que Mercedes soit pas championne des constructeurs. Parce que je vais vous reprendre les classements exacts, mais Mercedes a quand même 28 points d'avance maintenant sur Red Bull, donc il faudrait quasiment un double abandon et des bonnes perfs des Red Bull pour que ça s'intervertisse. Ferrari et McLaren, il y a maintenant 38 points et demi d'écart, donc là c'est absolument terminé également. Alpine, AlphaTauri, il y a 29 points d'écart. Si AlphaTauri marque 29 points de plus qu'Alpine ce week-end, c'est que vraiment la course aura valu le coup, je peux vous le garantir. Et puis derrière, de toute façon, Aston, Williams, Alfa Romeo et As, c'est réglé aussi. Donc, il y a 10 points entre... Verstappen dégage Hamilton. Verstappen dégage Hamilton et Bottas dégage Perez en représailles. Ça peut nous faire une petite victoire Alpine ou AlphaTauri, tout ça. Alors là, je te garantis que si c'est Alonso qui gagne la dernière course de la saison avec son Alpine, alors là, l'émission, vous la faites 100 fois, vous vous débrouillez, mais ce sera fantastique. Hein. Et oui, effectivement, Alex, oui, il n'y a que 10 points entre Williams et Alfa Romeo. Et franchement, s'il y a bien une équipe que je vois faire un gros coup et marquer 15 points dans le même week-end, c'est clairement Alfa Romeo. Si Aston Martin signe un doublé et qu'AlphaTauri ne marque pas de points, il y a égalité parfaite entre Aston et AlphaTauri. Je pense que c'est la deuxième place de Vettel qui prime. Ah non Si, c'est ça. Ouais. Et attends, parce que et si Aston fait le doublé avec le point du meilleur tour, il passe devant. C'est vrai. Ne me demandez pas la tronche de l'univers parallèle où on vous parle la semaine prochaine du doublé Aston Martin avec le meilleur tour. Là, je sais pas vraiment où on sera, donc il y aura certainement pas trop de bataille au niveau des classements constructeurs. Ça devrait. Le problème, c'est que si Vettel fait la course en tête, il n'aura pas le crypto.com. Ça. Ah oui. J'espère qu'elle sera très performante cette Aston Martin et qu'il ne dépassera personne ce week-end. J'espère vraiment. Parce qu'en plus, le problème, on rappelle que le problème de l'Alpine, en général, c'est la course. Hein, donc, c'est un peu plus compliqué. On l'a vu en Arabie Saoudite. Même si Ocon a fait un très beau Grand Prix, bien évidemment, qu'il aurait bien pu terminer sur le podium. Mais donc, au niveau du classement pilote, 369 points et demi pour Max Verstappen et pour Lewis Hamilton. C'est très simple. Si les deux terminent entre la première et la 9e place, celui qui est devant l'autre est champion du monde. Comme ça, au moins, c'est réglé. C'est de la NASCAR, c'est facile. S'il termine 9 et 10, avec Hamilton 9e et Verstappen 10e, Hamilton est champion du monde, sauf si Verstappen a le point du meilleur tour. Et le problème, c'est que vu la saison, on est obligé de considérer ce genre de scénario totalement improbable. Je pense qu'on est obligé. Donc, si Verstappen marque le point du meilleur tour et qu'il termine 9 et 10, il est champion du monde. Et si les deux pilotes finissent ou hors des points ou pas du tout, Verstappen est champion du monde quoi qu'il arrive, puisqu'il a plus de victoires. Sauf s'il y a intervention de la FIA parce qu'il y a un accrochage. Alors là, je peux te dire que... Parce que malheureusement, faut pas l'exclure. Ça fait partie du scénario. Je pense que c'est plus probable qu'on ait un accrochage à Verstappen avec intervention de la FIA après que de les voir finir 9e et 10e. Hein. Voilà, parce qu'on rappelle que s'il se fait disqualifier du championnat, c'est pas 30 minutes après la course. Hein. Ce sera bien plus tard. Sauf si c'est très clair et très net. Hein. Je peux vous dire que si on a un accrochage très très franc, je pense qu'on saura vite fait comment ça tournera. Ou réclamation de Red Bull pour l'aileron de Mercedes. On peut tout imaginer. Ça va faire comme la présidentielle américaine, on va savoir 3 mois plus tard. ça va être insupportable. Après, même quand c'est clair et net, dois-je vous rappeler qu'Ayrton Senna a volontairement accroché Alain Prost et qu'ils en ont rien eu à faire, même quand il l'a dit un an plus tard qu'il l'a fait exprès. Parce que ça, c'était pas la même. Il n'y avait pas de jurisprudence à l'époque. Ouais. Oui, alors, heureusement maintenant on a tous ces grands noms et ces grands moments illustres de l'histoire pour pouvoir faire des choses, mais voilà, on rappelle, techniquement, voilà, si Verstappen est disqualifié du championnat, ça arrivera dans les jours, dans les semaines plus tard, et bon, ce serait une bien moche fin à cette saison, mais c'est malheureusement pas à exclure. Je pense que c'est ce qu'on peut dire, messieurs, c'est que
C'est le scénario que tout le monde redoute. C'est pour ça que je disais ça aurait été mieux avec Hamilton avec un point d'avance. Le petit point bonus à celui qui était là. C'est là où on voit les différences, c'est que Hamilton c'est 5 meilleurs tours cette année, Verstappen c'est 4. Ça peut faire une grosse différence. Et ce qui peut faire la différence aussi, c'est sur ce tracé d'Yas Marina, il faut quand même qu'on parle, je pense, des modifications du tracé. Et il y a 2 conséquences qui vont être intéressantes pour ce qui nous concerne. C'est d'abord, les virages ont été rendus, plusieurs zones ont été rendues plus larges, avec plus de zones de dégagement. Ça peut évidemment changer beaucoup de choses si jamais il y a un nouvel affrontement Hamilton versus Verstappen. Donc il y aura peut-être moins de chances, en tout cas moins de probabilité pour que l'un des deux finisse dans le mur. La deuxième chose, c'est que, en gros, sans rentrer dans les détails, la vitesse moyenne des virages a été augmentée avec des charges énergétiques qui sont plus longues. Par exemple, on a un nouveau virage en banking qui est non seulement en banking, mais qui est en plus long et plus rapide. Ça veut dire que les pneus vont globalement un peu plus s'user en course, même si ça devrait rester sous contrôle. Or, Pirelli a amené exactement la même sélection que l'an dernier, c'est-à-dire la plus tendre, C3, C4, C5. Ça veut dire que alors que l'an dernier, les stratégies à un arrêt étaient obvious, le top 3 a fait ça, il n'y a que 3 pilotes qui n'ont pas fait cette stratégie et ils étaient relativement loin. Mais ça veut dire que cette année, peut-être que la stratégie à 2 arrêts sera un peu moins improbable ou un peu moins inefficace que l'an dernier. Donc ces modifications d'Abu Dhabi, tant sur le plan de l'affrontement en piste que sur le plan des stratégies, elles pourront faire aussi une différence. C'est effectivement ça. Alors, on est d'accord que pour les changements, parce que moi j'ai vu tout le monde, quand on a annoncé les changements, ça va être bien pour les dépassements et tout, on est d'accord que c'est pas du tout le cas. Enfin bon, ça rajoute une zone de freinage franche au début du tour, puisque maintenant on n'aura plus la chicane lente, on aura directement une épingle, donc au moins il y aura une zone de freinage. Par contre, le virage en banking, je suis désolé, mais il nous prive de l'une des rares opportunités de dépassement. Oui. Il n'y avait pas trop de dépassements à ce moment-là. Les dépassements se font plutôt au bout de la première ligne droite. Parce que justement, le problème de la deuxième ligne droite, il sera toujours là, c'est qu'elle suit une chicane lente. Et c'est exactement le problème qu'avait l'épingle avant, c'est qu'elle suit une chicane lente aussi. Ce qui fait que les chicanes lentes, c'est ce qui fait justement des effets accordéon qui empêchent derrière qu'un pilote ressorte tout juste dans le sillage. C'est normalement le problème qui sera réglé avec la première épingle, qui sera plus large. Donc forcément, les pilotes passeront plus vite. Normalement, seront un peu plus collés les uns aux autres puisqu'on sort d'un secteur rapide. Et il y aura plus d'opportunités de dépassement. Par contre, la question de la FIA, c'est de dire justement, avec le virage en banking, on permet aux pilotes d'attaquer un peu plus tard et pas d'avoir un freinage franc avec derrière en gros, c'était 4 virages à angle droit qui suivaient la deuxième ligne droite. Et c'est ce qui disait que de toute façon, c'était pas possible de passer parce que c'était des virages très serrés. Et derrière, on arrivait en plus sur un secteur hyper lent. Alors que là, justement, l'objectif, c'est de ressortir assez rapidement et probablement d'avoir le temps, en tout cas, de dépasser après ce virage aussi, jusqu'à la partie de l'hôtel en fait. Oui, mais c'est pour ça, c'est pour les clients de l'hôtel en fait, c'est pour qu'ils puissent voir des dépassements et des accrochages à ce niveau-là. Ils vendront des packages un peu plus chers comme ça. Exactement. Ils vont pas être déçus des accrochages dans un virage pareil. Vas-y, non, mais je suis d'accord avec toi sur la première partie parce qu'en fait, cette épingle en plus, en regardant un peu les photos aériennes, on voit qu'ils l'ont fait de manière très très large, donc on va pouvoir avoir des dive bombs à la Verstappen qui pourront s'être corrigés derrière. Il pourrait y avoir plusieurs trajectoires possibles. Et c'est hyper intéressant en fait. Je trouve ce qu'ils ont fait au moins sur cette première partie du circuit. Évidemment sur la partie de banking, je suis un peu plus réservé. Je suis pas certain que ça dépasse beaucoup juste avant l'hôtel. On pourrait demander à Rosbrand son avis. Je pense qu'il serait bien mesuré. Les changements sont fantastiques et vraiment, vous allez voir ce que vous allez voir ce week-end. Non, mais on peut penser que ça a quand même été très bien étudié. Je pense qu'ils ne l'ont pas fait non plus de manière totalement aveugle. C'est Dromo qui l'a fait, c'est ceux qu'on fait Zandvoort. Donc, quel que soit le résultat, il y aura quand même des choses qui auront été bien étudiées. D'ailleurs, en fait, tous ces changements, ils ont été faits selon les... Maintenant, même Rosberg le dit dans sa dernière chronique, c'est que le tracé, déjà, il a été conçu avec les nouveaux outils de simulation que la FOM propose aux concepteurs du circuit. Ça a été la même chose à Abu Dhabi. Donc, effectivement, s'ils ont fait quelque chose, c'est qu'ils doivent être sûrs de leur coup. Ils voulaient du spectacle déjà, finalement ils l'ont eu, et c'est vrai qu'ils voulaient leur donner raison. On avait dit que c'était difficile de dépasser, c'était possible, donc moi je leur fais plutôt confiance sur ce point. On souhaite évidemment que ça se passe bien et que la course soit fun à regarder, et je pense qu'il y a quand même moyen, et on pourra avoir des belles petites choses ce week-end. On reprend des horaires qui sont un petit peu plus traditionnels, même s'il y a 1 heure plus tôt que d'habitude. Donc on aura les essais libres 1 vendredi à 10h30, les essais libres 2 à 14h, essais libres 3 le samedi à 11h, qualif à 14h et course le dimanche à 14h.
Et normalement, à 16h, on saura qui est champion du monde. Normalement. Et si je peux... L'avantage avec les courses de nuit, c'est que on n'a pas la limite du coucher du soleil, comme à Spa. Oui. Voilà. Je vais nous faire un peu d'autopromo, mais suivez aussi la journée de jeudi, parce que Hamilton et Verstappen sont ensemble en conférence de presse. Donc c'est pas possible qu'il y ait des questions qui soient un peu pièges et qui mettent un peu de tension dès le jeudi. Oui, parce que les questions de jeudi, c'est les questions des journalistes, c'est pas les questions des mecs de la FIA le samedi, le dimanche. Voilà. En tout cas, ouais. Vas-y, Alexandre. Non, ce que je disais, il faut attendre 16h, mais comme l'a dit Nitren, c'est qu'il faudra peut-être attendre 14h03. C'est ça. Ce sera un peu, en tout cas, un peu fou. On a tous très très hâte et on va vite. Ça fait presque bizarre de penser qu'au bout du compte, il y en a un des deux qui va finir par être champion. Ça va être la fin d'une saison magnifique. Moi, je pense qu'il arrive. C'est ce moment où on est dans cette phase un peu bizarre. Il y aura une décision de prix, de toute façon. Il y aura quelque chose. Dimanche, il y aura un truc. Après, est-ce qu'il y a... Il y a un 24e Grand Prix au Koweït. Finalement, on en remet 4. Allez, on aimait bien. Allez, c'était chouette. Ça va être n'importe quoi. Non, mais voilà, il faudra évidemment suivre ça de très près. En plus, jeudi, juste avant la conférence avec Verstappen et Hamilton, regardez bien, essayez de trouver un stream, quoi que ce soit. On ne sait jamais. Peut-être qu'Hamilton sera le premier arrivé à la salle de conférence de presse, mais Verstappen va se jeter sur la porte pour rentrer devant. Voilà, ça peut être des jeux psychologiques qui vont rentrer directement. Le mind game qui se mettra. Il va rentrer par une autre porte, c'est comme s'il était hors piste. Ce serait incroyable. Tu sais, il y a Verstappen qui a couru, il va ouvrir la porte et en fait Hamilton sera déjà assis, il sera déjà prêt à répondre aux questions et là tout de suite, voilà, ça deviendra. Je suis sûr que ça va nous manquer de cette ambiance en fait. Si l'an prochain c'est beaucoup plus calme, là on s'en plaint, mais on va se dire mais 2021 c'était épique, il y avait tout le temps des déclarations. Ah mais c'est toujours pareil de toute façon, hein. C'est le truc où pendant qu'on vit le truc, on est en train de se dire mais quel enfer, et dans 5 ans on dira mais c'était quand même génial, hein, faut pas dire. De toute façon la saison finira par rentrer dans la légende de la F1, ça j'en suis convaincu. Déjà on voit que la saison 2016, qui à l'époque était très décriée parce que c'était justement un peu n'importe quoi entre Rosberg et Hamilton, est quand même devenue une saison de référence sans qu'il y ait eu autant de trucs faits en piste et en dehors. Donc 2021, j'ai aucun doute, quel que soit le final, que ce sera une saison qui restera complètement folle. C'est ce que j'allais dire, parce qu'il faut quand même malheureusement pas inenvisager le fait que la course du dimanche, elle soit pas non plus forcément fantastique. Ça fait une dizaine d'années qu'on court à Abu Dhabi. De mémoire, il n'y a pas une seule édition où je me dis c'était absolument fantastique. Alors après, on ne sait pas, peut-être que les changements apportés à la piste seront bénéfiques et il faut le souhaiter. Il faut quand même rappeler que ce n'est pas non plus un Grand Prix où il y a 50 000 dépassements. On a eu quelques titres qui se sont joués dessus. Enfin, ce n'était pas les titres les plus fous. Là, le premier qui me revient, c'est 2010. Vettel gagne le titre parce qu'Alonso est bloqué dans le trafic. C'était pas... Désolé, Michael. Quelle course de merde. mais ça pour dire que voilà, il faut aussi un dimanche un peu plus calme, mais comme tu as dit Manu, quoi qu'il arrive, quelle que soit la conclusion de cette dernière course, c'est ce qui se sera passé tout au long de l'année qui fera que cette saison, elle est quoi qu'il arrive mémorable. C'est pas grave si Abu Dhabi finalement est un Grand Prix normal et un Grand Prix à la Abu Dhabi où finalement il faut pardonner. J'ai hâte si, ouais. Non, pardon. Vas-y Alex. Non, moi j'ai hâte de savoir si Hamilton et Verstappen sont 9 et 10 finalement et que la bataille se joue là, qui est finalement un Bottas qui gagne la course et on est le plan de Bottas qui gagne la course pendant 1 minute et on loupe la bataille pour la 9e place. On a bien loupé la bataille Bottas-Ocon. C'était grandiose ce week-end. Il y a Michael qui dit. C'est peut-être Massy qui appuie sur les boutons pour les caméras aussi. Bah oui, mais tout est sa faute. Non, mais il y a Michael qui nous dit dans le chat aussi 2 questions pour vous, qui est le meilleur pilote de la grille et qui devrait être sacré champion du monde. Oui, parce que ça, j'ai quand même envie qu'on termine là-dessus. J'ai quand même envie qu'on termine sur qui sera champion du monde. Pronostic. Pronostic. Il faut quand même qu'on termine avec ça. La question, qui est le meilleur pilote, je dirais que je vois Hamilton un peu plus complet sur le plan rythme, plus maturité, plus gestion de la course, des émotions, etc. Qui mérite le titre, c'est compliqué. Objectivement, je dirais que... Alors, pas qui mérite, qui va l'être. Hein, qui l'aura. Qui l'aura? Mercedes, ça je me mouille pas. Mercedes. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un va viser le Bottas avec disqualification des deux? Bah oui, j'étais parti pour, mais là, tu m'as viré mon effet comique. Du coup, Manu, champion du monde. Alors, qui vas-y, Manu, c'est quoi toi? Je dis Hamilton. Hamilton. Meilleur pilote aussi, je pense que... alors, plus complet pour moi, c'est effectivement Lewis Hamilton, forcément.
Il a gardé en plus un sang-froid assez exceptionnel par rapport à Max Verstappen sur ses dernières courses. Donc pour moi, il est le meilleur dans le sens plus complet. C'est pas le plus rapide, je pense. Il n'est plus le plus rapide. Quand on voit ce qui est capable de sortir Verstappen et ce que fait Bottas par rapport à Hamilton, on ne peut pas dire qu'Hamilton soit forcément strictement le plus rapide. Maintenant, il a une science de la course qui est absolument incroyable aussi. C'est très difficile, tant qu'on n'a pas les deux pilotes dans la même voiture, c'est très difficile à dire. Et qui devrait être sacré champion du monde, alors c'est compliqué. C'est hyper compliqué. Pour moi, les deux le méritent. Si la course est propre, celui qui gagne l'aura mérité, quoi. Maintenant, j'aurais tendance à dire au fond de moi, parce que j'ai un petit peu à parti pris forcément, parce qu'on est tous dans cette saison-là hyper excités par ce qui se passe. Je mets quand même un gros bémol par rapport aux actions de Verstappen sur ces dernières courses, un peu antisportif. Voilà, donc si Hamilton vient à gagner ce titre de nouveau, je serais pas forcément déçu. Même si j'étais un des premiers à dire que si on avait du changement, ça aurait été bien, mais si Hamilton le gagne, ça sera aussi mérité pour lui. Voilà. Paul? Ouais, moi aussi, je vais mettre une pièce sur Lewis, mais c'est aussi par rapport à la dynamique des dernières courses. Tout simplement, Mercedes a quand même l'air sacrément au-dessus depuis quelques Grands Prix. Alors, c'est difficile de faire des pronostics cette année. À chaque fois qu'on a dit un favori, c'est l'autre qui gagnait. Mais là, depuis 3 courses, c'est quand même assez criant. Il y a un avantage énorme pour Mercedes. Et Verstappen ne démérite pas, si on ignore ce qu'il fait en dehors de la piste, le fait à chaque fois d'aller chercher ses deuxièmes places alors qu'il ne devrait même pas être là, en fait, c'est assez grandiose aussi. Mais donc voilà, Lewis, parce que Mercedes est tout simplement l'équipe à battre en cette fin de saison, que Hamilton fait ce qu'il faut, il ne fait pas d'erreur, il est parfait chaque week-end, donc je pense que voilà, le fait qu'il ait cette expérience, qu'il ait déjà ces 7 titres, et peut-être la maturité que n'a pas Max, très clairement, je pense que il y a des chances que ce soit pour lui. La seule chance de Max pour moi ce week-end, c'est un problème chez Mercedes, parce que je vois pas comment il pourrait ne pas avoir encore une fois la meilleure voiture. Donc voilà. Et pour rejoindre ce que tu dis, Franck, je crois qu'on est tous d'accord que si c'était encore il y a quelques courses, Max aurait fait un très très beau champion, et il ferait un très très beau champion aussi s'il remportait le titre dimanche, surtout si la course se passait sans encombre, parce qu'on souhaite tous. Mais c'est vrai que les incidents des dernières courses font penser sûrement à certains, moi et comme d'autres, qu'il faut aussi que l'exemplarité, elle prime. Et je crois que personne n'a aimé ce qu'a fait Max. Et être un beau champion, c'est aussi ça. C'est aussi le comportement en piste. Et là-dessus, avantage de Lewis, clairement, qui n'a pas eu une seule fois l'intention cette année de sortir son adversaire de la piste et qui s'est bien défendu. Silverstone, peut-être. Mais en fait, c'est un petit peu le paradoxe qu'on se trouve. C'est-à-dire qu'on doit juger du vainqueur, mais finalement sur les performances à la régulière, et depuis le début de l'année, rien ne se passe vraiment à la régulière. Il y a les stratégies, il y a les circonstances, etc. Effectivement, la logique veut que ce soit Hamilton, totalement. Alors certes, Verstappen a signé la pole l'an dernier, mais c'était d'abord sur un tracé modifié et ensuite avec des moteurs Mercedes qui étaient en fin de course. Et d'ailleurs, c'est ce que pointe Mickaël aussi, c'est que les moteurs Mercedes, attention, parce qu'on sait qu'ils perdent très vite en performance au fur et à mesure des courses. Alors, on ne sait pas si Lewis va avoir son super moteur ou est-ce qu'il va revenir à son moteur du Qatar. Il y a quand même une très longue ligne droite à Abu Dhabi. Donc, en toute logique, Hamilton. Mais si son moteur souffre plus que prévu, si Mercedes est à la limite, moi, je n'exclus pas du tout que Red Bull retrouve son avantage aussi. Donc, ça dépendra aussi de ce facteur. Il y a tellement de facteurs différents que c'est plus simple de jeter une pièce en l'air. Ouais. Donc, du coup, Alex, j'ai pas suite. Tu te mouilles pour qui? C'est esquivé. C'est esquivé, ouais. C'est on est là pour. Du coup, je vais prendre la décision. Si tout le monde dit Hamilton, je vais dire Verstappen, comme ça au moins, je serai le seul à l'avoir dit. À noter que si on parle du mérite, quand même, Verstappen a remporté plus de courses que Hamilton. Et il a quand même fait des belles performances. Encore une fois, on n'en a pas parlé, mais son tour en qualif samedi était vraiment monstrueux. Alors certes, il y a l'accident à la fin, mais je pense qu'il a réussi à négocier le dernier virage comme il faut. On en parle comme un des 3 ou 4 meilleurs tours de l'histoire, un peu comme un Singapour 2018 ou un Monaco 88. Quoi. C'est vraiment... La performance était complètement dingue. Donc c'est vrai qu'il ne faudra pas non plus le sous-estimer, je pense. Ouais, alors un bon tour est un tour fini. Alexandre Combarelli, 7 décembre 2021.
Il a tout à fait raison. Il a complètement raison. Et si je peux juste rebondir sur ce qu'a dit Manu, il a quelques points gratuits sur Hamilton en Belgique, où il n'y a pas eu de course. Par contre, c'est vrai qu'il a ces fameux points perdus à Silverstone et aussi la Hongrie. Je n'ai pas envie d'oublier la Hongrie, où Hamilton finalement termine deuxième après le déclassement de Vettel. Là où Verstappen ramène une voiture qui était limite une as avec les dégâts qu'elle avait en dixième, du coup reclassé neuvième, je crois. Donc là, il perd 16 points, l'air de rien, sur cette course-là aussi sur Hamilton. Bon, après, on peut faire des comptes sur toute la saison, mais c'est vrai, je te rejoins là-dessus, peut-être un petit peu plus de points perdus par Verstappen finalement, sur des faits qui ne sont pas de sa faute. Silverstone, je n'ai pas envie de revenir là-dessus, mais à la Hongrie, pour le coup, il est juste passager de ce qui s'est passé au départ. Donc voilà. C'est vrai que si on regarde sur la saison, je pense pas qu'il y ait une course où Hamilton perd beaucoup de points vraiment d'un coup sur Verstappen. C'est ça. Il on est quand même au point où finalement c'est les points des quali sprint qui vont changer la donne, parce que sans quali sprint, Hamilton serait devant. Ouais, mais on peut noter que à Monza peut-être on aurait pu penser qu'Hamilton terminerait devant, mais ça aurait pas été non plus 15 points repris d'un coup, ça aurait été 2. Ouais, je veux dire, au final c'est 0-0, donc enfin c'est 0-0, c'est 2-1 je crois, puisque je crois que Verstappen fait deuxième en quali sprint et Hamilton troisième, mais voilà, je crois qu'il n'y a pas justement il y a un exemple où Hamilton fait 25 points et Verstappen 0, et il y a Monaco, c'est vrai que Monaco, Verstappen gagne et Hamilton lui était loin, c'est vrai, donc il y a cette course là où les points se perdent, mais sinon c'était... Il n'y a pas le côté malchance de Hamilton à Monaco, c'était juste un mauvais week-end, là où Verstappen a quand même eu de la malchance. C'est ça. Bakou, il a la malchance aussi, Verstappen. Ah oui. Donc moi vraiment c'est compliqué parce que il y a tellement de facteurs pour ce week-end. Je vais dire Verstappen. Ah non. Parce que je sens je sens qu'il va entre guillemets enfin réussir à avoir l'accrochage qui lui apportera le titre, ou alors vraiment sortir la performance et être devant tout le week-end et voilà, mettre un point d'honneur à dire Bibi, c'était moi le champion, et toi tu te retrouves à te battre contre moi à la dernière course parce qu'il y a eu tous ces problèmes avant. Mais il est vrai que la logique pure à l'instant T, c'est que Hamilton gagne le titre parce qu'il domine sur ces 3 dernières courses, et que voilà, c'est normalement il n'y a pas de raison qu'il soit derrière en qualif samedi, et donc il n'y aurait pas de raison qu'il soit derrière en course dimanche, mais cette saison n'a pas de raison. Donc finalement, pourquoi est-ce qu'on doit s'attendre à un dénouement logique ? Après, c'est vrai, en plus, il y a Sobright et Delicate qui le dit, les deux méritent le titre, parce que de toute façon, il y a quand même eu 22 courses à un niveau complètement fou. Encore une fois, je ne sais plus qui c'était Louis, je crois, dans le chat, qui mettait qu'il y a eu 13 doublés de Verstappen et Hamilton cette année. Donc c'est vraiment, quoi qu'il arrive, même si l'un a été un peu sale des fois, même si l'autre a eu un peu plus de chance, etc., il y a eu Spa, il y a eu Silverstone, c'est toujours des choses que les gens qui sont fans de l'un ou l'autre voudront ramener sur le tapis pour dire voilà, c'est pas mérité. Courir au niveau qu'ils l'ont fait cette année, à la manière dont ils l'ont fait, sur le temps qu'ils l'ont fait, c'est quelque chose qui fait qu'ils mériteront le titre, quoi qu'il arrive l'un et l'autre. Donc il n'y a pas non plus à dire ben non, mais ce serait injuste que l'un ou l'autre soit champion. Au bout du compte, nous on donne nos pronostics parce que c'est marrant, en tout cas, voilà, dire peut-être qu'effectivement là a eu plus de chance ou quoi, mais après, au bout du compte, les deux mériteront totalement la couronne, quoi. Ouais, je pense qu'il y a 3 courses après le Mexique. Red Bull avait vraiment dominé en performance. Hamilton était à 20 points et il avait paru, 19 points. Et il avait paru presque fataliste après la course en disant bon, finalement. Et en l'espace de 3 courses qu'il est en train de faire, surtout à Interlagos, c'est quand même assez énorme de renverser la donne comme ça. Ce qu'il faudrait effectivement, c'est quand même une course au propre où les deux se départagent de manière propre, et au moins il n'y aura pas de voilà. On acceptera, je pense, qu'elle sera le champion du monde titré à l'issue de cette course-là. Complètement. Voilà. C'est tout ce qu'il faut espérer pour la Formule 1 et ça, pour tout le monde. C'est la définition du vœu pieux. Non, mais c'est vrai que le plus pratique et le plus logique, ce serait voilà, une course où l'une des deux voitures est au-dessus de l'autre, et puis voilà, ils font 1, 2, 3, 4 sur la grille, ils se suivent pendant toute la course, et voilà. Et bon, c'est évidemment chiant comme la pluie, mais au moins il n'y aura pas de polémique. Après, on va pas se cacher. Disons que si Hamilton est en pole position et qu'il s'envole tout de suite, pour moi il n'y a plus d'histoire, hein, parce que c'est pas une course, encore une fois, à Abu Dhabi où il va y avoir 10 interventions de la voiture de sécurité ou des crashs à gauche, à droite, ce sera pas du tout Jeddah. Donc la seule chance de Verstappen dimanche, c'est d'être devant Hamilton au départ. Je vois pas d'autre solution pour lui. Alors, en tout cas, si la confirmation de la tendance, si on a la confirmation de la tendance des dernières courses, que la Mercedes est plus rapide que la Red Bull,
Si Hamilton s'envole, c'est malheureusement terminé pour Max, je pense. Les équipiers vont jouer un gros rôle aussi. Je peux vous garantir par contre que si Hamilton gagne le titre, on fera quand même un hiver plein de polémiques parce que Helmut Marko reviendra sur Silverstone, Budapest. Christian Horner qui a commencé aujourd'hui à mettre une petite couche sur le moteur Mercedes qui est largement supérieur au Honda de manière déguisée. En gros, si on est en train de faire le championnat, c'est aussi parce que Honda ne soit pas capable de nous fournir un moteur capable de suivre la cadence sur les dernières courses. Il y a quand même pas mal d'indices qui nous font dire que si Hamilton remporte le championnat, je peux vous dire que du côté de Red Bull, ça va quand même grincer des dents pendant quelques semaines encore dans les médias. Ah bah les spécialistes du SUM, de toute façon, c'est Red Bull, hein, donc je serais déçu. Et là, on est objectif. Voilà, je serais déçu vraiment qu'ils acceptent la défaite gracieusement, qu'ils disent bon bravo, c'était les meilleurs. Non, évidemment que non. Enfin, si on perd, c'est pas de notre faute, mais non, ça va être formidable. Je pense en plus qu'ils seront moins sereins par rapport à l'an prochain parce que c'est Amus qui a sorti ça aujourd'hui, disant que justement Red Bull aurait amené une évolution du fond plat à Jeddah, donc ça montre quand même qu'ils ont continué à travailler sur la voiture, y compris en toute fin de saison, ce que n'a pas fait Mercedes. Et si jamais à la fin, ils n'ont pas le titre, ils savent qu'ils auront laissé échapper probablement ce qui est leur meilleure chance avant peut-être quelques années. Donc, il est possible aussi que ça joue dans la manière dont ils vont accepter ou non le résultat, si tout ça se confirme évidemment. Mais c'est clair que ça risque de grincer des dents s'ils ne l'ont pas, surtout qu'ils n'ont pas été aussi proches de l'avoir depuis 2013. Et puis, je peux vous dire que voir Hamilton célébrer son titre alors que c'était il y a seulement 5 mois que Verstappen était à l'hôpital, je trouve que c'est vraiment honteux après 61 ans. C'est vraiment moche. Il serait capable de le sentir, ou alors il dirait ah oui, mais Hamilton il a parlé de son Covid long, mais en fait Verstappen, lui, rendez-vous compte, il avait un Silverstone long, c'était très compliqué pour lui. Mais ceci dit, ouais, c'est aujourd'hui, c'est Marco, je crois, qui a ramené, ou c'est Horner, je sais plus, j'ai fait un des deux, qui a ramené qui a déjà ramené Silverstone sur le tapis en disant de toute façon que ça s'était joué là, etc. quoi. Donc il est clair qu'on va en entendre parler si jamais il perd le titre. C'est ça. Vous sentez venir la polémique quoi qu'il arrive, on en parlera quoi qu'il arrive tout le week-end, bien évidemment sur Next Gen Auto, on en reparlera la semaine prochaine. Je ne sais pas encore si c'est lundi ou mardi, c'est bien, cette émission est bien fichue, hein, mais je n'ai pas mon planning de la semaine prochaine, bon, on sera là, rassurez-vous, on sera là à 20h30, lundi ou mardi, venez, et puis on en parlera bien évidemment de cette dernière manche de la saison 2021 de Formule 1. Il est temps de savoir comment ça va se terminer, et enfin... de savoir qui sera le nouveau champion du monde de Formule 1. Est-ce que Lewis Hamilton remportera, parce qu'on n'a pas encore dit depuis le début de l'émission, mais est-ce que Lewis Hamilton remportera un 8e titre qu'il placerait tout seul, tout en haut, au sommet de la hiérarchie en termes de pôle, de victoire et désormais de titres mondiaux, ou alors est-ce que Max Verstappen ira remporter son premier titre, et le premier titre de Red Bull, depuis 2013 quand même, hein, ça fait un bail, et puis c'est la dernière fois de toute façon que c'était pas Mercedes qui était champion du monde en 2013 de toute manière. Il faut donc remonter à 2009 pour un champion du monde qui ne vient pas de Red Bull ou de Mercedes, hein, voilà. C'était un autre temps, très clairement, et c'était autre chose. Et encore, c'était un petit peu Mercedes quand même. Oui, c'était un petit peu Mercedes. C'était l'équipe. C'était 2007 la dernière fois, du coup, où Mercedes n'était pas impliqué. Puisque Hamilton gagnait avec McLaren, Mercedes. Bref, ça fait un bail, très clairement. On rappelle aussi qu'il est le dernier champion du monde de Ferrari. C'est toujours bon à rappeler, bien entendu. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été là. Ce fut un grand plaisir de vous avoir. On a poussé les murs, mais c'était très très chouette. On se retrouve la semaine prochaine. Un grand merci au chat. Vous avez été extraordinairement nombreux ce soir à venir discuter avec vous. Donc vraiment merci beaucoup. Si jamais vous trouvez qu'on n'en a pas fait assez, n'hésitez pas à revenir jeudi sur cette chaîne Twitch. On fait le Racing Café. On parlera pas que de F1, mais on en parlera pas mal quand même. Promis. Vous allez voir. Ce sera jeudi à partir de 20h45. Et sinon, la semaine prochaine, Grand Prix sera bien sûr de retour avec Abu Dhabi. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao, ciao. Merci. Ciao. Bye bye.